Bonjour à tout le monde. Marc Gildisca, porte-parole de l'association Agoët qui vous parle. Ça fait bizarre de parler à un machin avec plein de monde derrière, mais on ne les voit pas. Mais bon, on va faire avec. Alors d'abord, un mot de remerciement puisque vous êtes ici suite à au don que vous avez fait à l'association Negawatt. Donc, pour vous rappeler que il faudra que ça avance ce truc. Et oui. Ça, on a peut-être un peu. Non. Non, avec la souris. Ouais. Alors, pour vous rappeler, donc, vous remercier de vos contributions qui ont été très utiles, le Centre européen. Donc voilà, vous avez les chiffres sous les yeux. Ça a été au-delà de nos espérances. Et du coup, on vous remercie avec cette visioconférence sur le Power to Gas. Quelques informations techniques pour la conduite de la visioconférence. Donc, vous n'avez pas la parole, on ne peut pas vous entendre. Je vous avoue que c'est très bizarre, mais vous avez moyen de nous poser des questions en bas de votre écran. La visioconférence est enregistrée. Donc, moi, je vais dérouler ma présentation. Il y a des sections, on va dire. J'essaierai de faire une pause entre les sections s'il y a des questions de compréhension que vous voulez poser à ce moment-là. Sachant que ne vous connaissant pas, par définition, et là, je ne vous connais toujours pas, je ne connais pas non plus votre niveau de connaissance du scénario mégawatt ou d'autres éléments. Donc, j'essaie d'être pédagogique, un peu technique, quelque chose entre les deux. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des choses que vous ne comprenez pas ou des commentaires que vous voulez faire, à le faire. On essaiera de gérer ça. Donc, voilà, ça c'est pour l'introduction. Un petit point sur l'association Negawatt, que vous connaissez nécessairement. En tout cas, vous êtes arrivé à trouver son compte en banque, qui est pour l'instant ce qui est le plus important. Mais pour vous rappeler que c'est une structure qui a bientôt 20 ans, qui s'est créée pour fabriquer des scénarios énergétiques, un scénario qu'on fait évoluer tous les 5 ans maintenant. Tout ça, le scénario, ce n'est pas un but en soi, c'est pour infléchir les stratégies et les politiques énergétiques, donc un rôle de plaidoyer et de lobbying à l'échelle nationale. Et puis, évidemment, on ne fait pas que dire il y a qu'à Faucon, mais on a aussi toute une batterie de mesures et de propositions pour mettre en œuvre cette fameuse transition énergétique. Aujourd'hui, alors, il y a plus de 1200 membres adhérents qui nous soutiennent, dont vous faites peut-être partie. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le devenir. Et puis, un noyau dur, on va dire, d'une vingtaine de membres actifs qu'on appelle la compagnie entre nous. C'est là que se fabriquent les scénarios et tout ce qui va autour. Et puis, 25 ambassadeurs qui, eux, vont faire des présentations, notamment en conférence publique, sur le scénario un peu partout en France et en Navarre. Et puis, on a créé donc une filiale en 2009 qui s'appelle l'Institut Negawatt, qui est l'outil opérationnel, qui fait des études, qui fait aussi des actions, enfin tout un tas d'activités, et qui a même créé une autre filiale qui s'appelle Doremi, sur la rénovation complète et performante des maisons individuelles. Donc voilà pour la petite présentation. Alors, on va parler du Power to Gas, mais avant d'en parler, on va regarder le point de départ. Ce que j'appelle le point de départ, c'est notre système énergétique aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce diagramme de Sankey, qui est un peu un de nos fleurons pédagogiques, on va dire. Mais là-dessus, il y a tous nos systèmes énergétiques en 2015. Donc, sur la gauche de l'écran, vous avez les sources primaires, avec en rouge le pétrole, en jaune le gaz naturel, fossile donc en l'occurrence, en violet le nucléaire, dont on voit tout de suite que la majeure partie de sa production sert à éclairer, à chauffer les petits oiseaux. Et puis en dessous, vous avez toutes les renouvelables, en fait, dont on voit qu'elles sont encore aujourd'hui embryonnaires, avec en vert la biomasse, donc c'est le bois, et un petit peu d'hydraulique en bleu clair. Voilà. Et tout ça rentrant dans un système énergétique qu'on ne va pas détailler. Puis à la sortie, vous avez l'autre bout, donc la chaleur renouvelable, la chaleur en général, la mobilité et l'électricité, qui devrait être d'ailleurs le point de départ, puisque Negawatt part toujours des besoins. On va travailler sur la réduction des besoins, donc tout ce qui est à droite. Et puis, on va alimenter le système énergétique par des sources qui seront de plus en plus renouvelables, jusqu'à arriver 100%. Alors, comme on parle de Power to Gas, un petit focus sur le gaz. Aujourd'hui, en France, on consomme entre 450 et 500 TWh par an de gaz naturel fossile, qui est intégralement fossile et intégralement importeur. Intégralement fossile, pas tout à fait, puisqu'on commence déjà maintenant à avoir un peu de biogaz sous sa forme de biométhane, ça veut dire du biogaz purifié qui est injecté dans le réseau, mais ça reste aujourd'hui encore très marginal. Et puis pour ce qui est de l'usage, c'est quasi exclusivement de la chaleur dans les différents secteurs, industrie, résidentielle et tertiaire. Donc ça, c'est la situation d'aujourd'hui vue du gaz. Alors pourquoi je parle du gaz? Parce qu'on parle de Power to Gas, mais on va aussi parler d'autres choses plus tard. Alors, si on détaille un peu, en 2015, la chaleur, voilà comment
Elle est donc 916 TWh de chaleur. Hein. Vous avez noté au slide d'avant que c'est la part la plus importante de notre consommation, c'est la chaleur. L'électricité étant à peu près 20%, 20-25% de nos consommations, mais 90% de nos discussions. Mais c'est la chaleur qui vient en premier aujourd'hui, donc avec une répartition, ce qu'on appelle par vecteur. Donc les vecteurs, c'est une notion qui n'est pas très courante, mais qu'on a vraiment mis en avant et sur laquelle on travaille de plus en plus. C'est ce qui va vous amener le support en fait, de l'énergie qui va vous être amené à vous, consommateur final. Et dedans, donc, il y a l'électricité, le gaz, le pétrole, les carburants pétroliers, c'est un vecteur, le charbon, c'est un autre vecteur, la chaleur, etc. Vous voyez là une description, une liste des vecteurs et leur répartition. Donc aujourd'hui, en matière de chaleur, le gaz, c'est 43% et les produits pétroliers, donc le fuel en l'occurrence, c'est 17%. L'électricité, c'est 15%. Donc le chauffage électrique a une part importante dans le résidentiel individuel, mais peu dans les autres types de bâtiments. Au total, c'est à peu près 15%. Si on regarde l'usage mobilité, là, bah, ça, ce n'est pas une surprise. Hein. On a évidemment une prépondérance énorme des carburants pétroliers sous toutes leurs formes, avec un petit peu de biocarburant qui, en fait, est incorporé dans le diesel ou l'essence, un tout petit peu de gaz et un peu d'électricité. Vous voyez que l'électricité, les 1,7%, c'est essentiellement le transport public, hein, le TGV, les trains, les TER, etc., ceux qui sont électrifiés en tout cas, et les tramways aussi. Et donc, il y a aujourd'hui une part négligeable. Alors, évidemment, la partie, l'usage électricité, je ne vous le montre pas parce que c'est 100% électricité. Il y a une superposition entre le vecteur et l'usage. Mais nous, quand on parle d'usage d'électricité, c'est l'électricité spécifique, c'est-à-dire l'électricité qui sert à chauffer, on la compte en usage chaleur. Oui, là, ça commence à être un peu compliqué peut-être, mais c'est une distinction importante de ne pas confondre le vecteur, c'est ce qui vous amène l'énergie chez vous, et puis la ressource sur laquelle ça s'applique, et surtout par rapport aux usages. Donc, nous, quand on parle d'usage chaleur, il y a le chauffage électrique dedans. Et quand on parle d'électricité, l'usage d'électricité, il n'y a que l'électricité spécifique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas faire autrement qu'avec l'électricité. Les appareils électriques, hein, l'ordinateur, tout ce qui nous sert à nous parler et à nous voir en ce moment, et tous les appareils électriques au niveau résidentiel, tertiaire, industrie, enfin, dans toute la société. Et même la mobilité électrique aussi, d'ailleurs, c'est un usage mobilité, mais un vecteur électrique qui va l'amener. Alors, si on voit tout ça en son ensemble, aujourd'hui, en 2015, donc on a les carburants pétroliers à 40%, donc une place vraiment importante, et on a quelque chose qui est peut-être pas très connu, mais qu'on a à peu près un équilibre entre les consommations d'électricité et de gaz, quand on confond tous les usages, celle d'électricité ayant tendance à augmenter plutôt et le gaz plutôt à se réduire. Donc, c'est une égalité qui est approximative, on va dire, mais qui est assez contre-intuitif quand on écoute le bruit de fond sur l'énergie en France. Alors ça, c'était le point de départ. Le point d'arrivée, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que c'est en 2050 et après qu'on ait mis en œuvre le fameux triptyque négawatt, hein, sobriété, efficacité, renouvelable. Donc pour ceux qui ne connaissent pas bien le schéma, donc on a réduit d'abord à droite, là on voit qu'on a réduit considérablement les besoins, et beaucoup les besoins de chaleur. Alors ça, c'est l'isolation des logements et des bâtiments en général. De mobilité, on l'a réduit un peu moins en proportion, et d'électricité qui est à peu près équivalente, enfin qui est à peu près stable sur la durée, mais avec beaucoup plus d'usages électriques. Hein. Il y a effectivement une électrification des usages en général, dont la mobilité, mais pas que. Et donc, à l'autre bout, donc, du côté des ressources primaires, eh ben, on n'a plus de nucléaire, on n'a quasiment plus de charbon, quasiment plus de pétrole et quasiment plus de gaz fossile. Et par contre, on a un bouquet énergétique constitué par les différentes sources renouvelables, hein, hydraulique, électrique ou pas, une grande partie de biomasse, ça c'est important aussi de le noter, avec en rouge l'éolien, en bleu moyen le PV, et puis le biogaz en jaune en bas. Bon, les autres, c'est des déchets, etc., c'est plus résiduel. Et donc, si on fait une petite analyse de ça, on voit donc une réduction de plus de la moitié de la consommation d'énergie finale. L'énergie finale, c'est celle qu'on achète, qu'on paye au compteur, qu'on paye à la pompe à essence. Et ça, c'est inscrit dans la loi de 2015 grâce à Négawatt. Donc, c'est un incontournable de la transition énergétique, quelle qu'elle soit. On a côté production, une production à 99,6% renouvelable. Alors, il y aura un tout petit peu, notamment de charbon, pour des usages plutôt matières premières dans la scierie, par exemple, des choses comme ça, ou des sites vraiment très, très isolés. Donc, il reste un tout petit peu de non renouvelable, mais c'est très négligeable. Ça, c'est pour la production.
Et si on regarde par usage, donc la chaleur, voilà, vous avez sous les yeux le découpage. Donc ce qui produit de la chaleur, en fait, c'est très varié, avec des équilibres, notamment les quatre grands, c'est le bois, le gaz, l'électricité, la géothermie, hein, pompe à chaleur sur nappe. Les autres étant, alors RDC, c'est pas rez-de-chaussée, c'est réseau de chaleur. Hein. Donc, vous voyez la répartition, une grande diversité, ce qui est logique, puisque la chaleur, en thermodynamique, hein, c'est une énergie fatale, donc on a beaucoup de solutions pour la produire. En mobilité, là, c'est tout à fait différent. On a, alors, et ça, c'est quelque chose qui est très particulier à Négawatt, on a une prépondérance du gaz. Alors, gaz 100% renouvelable, évidemment, vous allez voir tout à l'heure que c'est faisable. Et c'est essentiellement pour les transports à longue distance et notamment les poids lourds, parce qu'il reste malgré tout, bien qu'on réduise les besoins dans tous les sens, il reste quand même des besoins de transport de marchandises. Et donc, c'est le gaz qui le fait principalement. L'électricité a aussi un rôle important, mais essentiellement pour les petits parcours. C'est 25% des kilomètres, en fait. Là, on parle d'énergie, mais si on parle de kilomètres, c'est entre 20 et 25% des kilomètres parcourus, tous véhicules confondus, tous usages, qui sont faits électriques, et le reste essentiellement au gaz. Bon, il y a un petit peu de biocarburant de troisième génération a priori, hein, c'est pas ceux d'aujourd'hui, mais ceux de demain qui utiliseront plutôt la tige des plantes que leurs feuilles. Et puis il y a un tout petit peu d'hydrogène, j'y reviens tout à l'heure, qui est vraiment très, très négligeable. On ne mise pas sur l'hydrogène en tant que vecteur final, on ne le met pas dans les véhicules, dans le réservoir des véhicules. Par contre, on va s'en servir justement pour faire du power to gaz. Et là-dedans, le gaz, en général, le vecteur gaz, hein, donc là qui est 100% renouvelable, représente 290 TWh par an. Là, il est 100% made in France, 100% renouvelable, avec 3 sources de production donc de ce gaz renouvelable. La première qui est en bas, mais c'est en quantité, c'est le biogaz, donc produit à partir de décomposition en milieu anaérobie de matière organique, hein, les fameux digesteurs. La pyroxéification qui est gazogène de nos grands-parents ou parents, selon l'âge qu'on a, pendant la guerre, qui est des réactions chimiques complexes qui sont très bien connues et utilisées couramment dans l'industrie. Là, il s'agit de pyroxéification de la biomasse, essentiellement du bois ou des matières sèches, on va dire. Et puis le fameux power to gas, donc, qui représente autour de 30%. Alors les pourcentages, je les ai pris, je pense, il y a quelques années. C'est possible que ça ait changé, mais les ordres de grandeur sont là. Hein, sur les trois. Voilà. Et ce gaz, il sert à quoi? Eh bien, il sert à 70% à la mobilité et à 30% à la chaleur. Hein, voilà. Ce qui fait que si on reprend le schéma de tout à l'heure, l'évolution entre 2015 et 2050, c'est que les carburants pétroliers ont quasiment disparu du décor, que les autres, il y a une montée en puissance notamment du bois et des pompes à chaleur comme outil. Et puis, on a conservé l'équilibre entre gaz et électricité, et les deux sont devenus 100% renouvelables. Donc voilà le décor dans lequel s'inscrit le power to gas d'une mégawatt. J'ai cru utile de vous rappeler ça pour qu'on se comprenne bien sur la suite. Donc, quand on est dans ce système-là, le power to gas, c'est quoi? Alors, j'ai piqué pas mal de choses à mon ami Simon Vétivier, à qui je partage des bureaux, qui est de Solagro, lui, et qui est un peu le spécialiste de power to gas dans le réseau. Et donc, c'est un système de conversion d'énergie électrique en énergie chimique sous forme gazeuse. Et surtout, ce n'est pas une nouvelle source d'énergie primaire. Hein. Donc, chaque mot est important là. Hein. Pour le power to gas, en anglais, ça veut dire l'électricité issue du gaz. Hein. Enfin, le gaz est issu de l'électricité plutôt. Le power, c'est de l'électricité vers le gaz. C'est surtout un assemblage de briques technologiques, en fait, donc, qui sont rapidement décrites ici. Alors, à gauche, vous avez les matières premières qui vont rentrer dans le système. Donc, d'un côté, de l'électricité, on verra d'où elle vient, enfin, a priori, renouvelable, hein, et de l'eau. On fait de l'électrolyse. Alors, l'électrolyse, c'est la slide suivante précise ça, mais c'est mettre un plus et un moins électrique dans de l'eau. Et puis, on a l'oxygène qui va d'un côté, l'hydrogène de l'autre, la cathode et l'anode. Hein, on a tous appris ça au niveau du lycée, voire du collège. Et donc, l'oxygène, on peut le rejeter dans l'air, ce n'est pas un problème. On peut aussi s'en servir dans d'autres usages, en milieu hospitalier ou pour les soudures, par exemple. Et c'est l'hydrogène qui nous intéresse. Donc, la molécule, c'est du dihydrogène, d'un point de vue chimique, c'est H2. Et cet hydrogène peut être utilisé avec très pointillé, vous voyez, qui peut être utilisé
injecté dans le réseau gazier. Il peut aussi être utilisé via la réaction de méthanation que j'expliquerai tout à l'heure, en combinant avec du CO2, du gaz carbonique, le fameux CO2 qui nous fait beaucoup de gaz à effet de serre. Le problème étant qu'on n'en manque pas, c'est plutôt qu'il y en a trop. Mais donc, c'est une réaction chimique que je vous ai parlé tout à l'heure qui permet de faire, à partir de ces deux matières premières, du méthane, le CH4. Et là, cette molécule, c'est exactement la même que celle du gaz naturel fossile. C'est celle qui nous intéresse, qui a un contenu énergétique tout à fait intéressant et qu'on sait très bien utiliser dans nos cuisinières, dans nos chaufferies et dans l'industrie. Donc, il s'agit bien, exactement comme dans le schéma électrique, de substituer alors c'est des molécules, donc ça fait la différence, mais sinon de substituer une forme d'énergie qui est fossile, qui est fissile ou fossile, d'origine non renouvelable, par la même chose, exactement la même chose, mais d'origine renouvelable. Donc ça, c'est injecté dans le réseau de gaz. Et puis, l'électrolyse produit un peu de chaleur, la méthanation aussi. Alors, suivant les filières, ça va en produire plus ou moins, mais aussi la possibilité de récupérer des sous-produits sous forme de chaleur. L'oxygène aussi est un sous-produit, etc. Donc voilà, ça, et puis on voit les usages à droite. Station GNV, c'est pour faire rouler les camions ou les voitures. Le réseau gazier, c'est une injection dans le réseau et l'usage est indifférencié. Ça peut être aussi utilisé en usage direct ou la chaleur en réseau de chaleur. Alors, l'électrolyse, le principe, c'est de l'eau, donc H2O, plus de l'énergie qui donne un demi de O2 plus H2. Ça, c'est l'écriture chimique. Donc, le principe, je vous l'ai décrit tout à l'heure à gauche. Alors, ça, à gauche, c'est l'électrolyse qu'on appelle alcaline, c'est historique, on va dire, qui est très développée, très bien connue, utilisée en industrie assez couramment, qui a quelques inconvénients, c'est assez encombrant en fait, avec des rendements pas extraordinaires. Donc il y a d'autres technologies aujourd'hui d'électrolyse qui apparaissent. Donc celle qui est au milieu là, c'est PEM, c'est Proton Exchange Membrane. C'est une membrane à échange de protons, donc qui en fait est proche de ce qu'on appelle les piles à combustible. C'est un peu la même chose mais dans l'autre sens. Alors je ne vous détaillerai pas comment ça marche parce que je serais incapable de le faire, mais en tout cas c'est une technologie émergente qui aujourd'hui est au stade industriel, on va dire, mais qui est encore relativement coûteuse, qui a l'avantage de prendre beaucoup moins de place que l'alcalin, mais avec des coûts d'entretien sur lesquels on a des durées de vie, etc., qui sont encore sujets à interrogation. Et puis, il y a une troisième filière, mais qui ne figure pas là, malheureusement, c'est ce qu'on appelle SOEC, alors le nom exact, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais enfin, c'est aussi avec des membranes, et c'est à haute température surtout. Et qui est dérivé des piles à combustible, qui est aujourd'hui au stade plutôt de la recherche, qui est prometteuse d'un point de vue théorique, mais qui est encore très chère et pas encore opérationnelle. Et donc, le principe de base de tout ça, c'est que quand on a une cellule d'électrolyse, on va les empiler dans ce qu'on appelle un stack. En fait, on va les mettre côte à côte. C'est comme un saucisson, là, le cylindre que vous voyez. Et donc, on va assembler ces cellules jusqu'à avoir une certaine puissance d'électrolyse qui va correspondre à des standards ou à des besoins. Là, on voit que c'est à la taille d'un petit container, si je ne me trompe pas. Oui, ça peut être quand même assez gros. Alors, si on regarde les avantages et inconvénients des différentes filières d'électrolyse, on sans rentrer complètement dans les détails. De toute façon, vous aurez accès à la présentation, vous pouvez regarder ça à vos heures perdues. Mais on voit qu'il y a des différences de coûts, des différences de rendement, etc. Donc, il est difficile de dire aujourd'hui si on a une qui prendra le dessus sur les autres et elle sera toute seule, ou s'il y aura, selon les situations, selon le type d'opérateur, selon les puissances, selon la localisation, de la place un peu pour tout le monde. Néanmoins, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a déjà une gamme de potentiel qui est assez intéressante d'un point de vue, en tout cas, prospective. Ça, c'est pour l'électrolyse, donc la première brique du Power to Gas qui produit de l'hydrogène. La deuxième brique, c'est celle qui, avec l'hydrogène, va faire du méthane. Donc, vous avez la réaction chimique. Alors, c'est la réaction de Sabatier. Paul Sabatier a donné son nom à l'Université de Toulouse. Il est connu pour ça, mais il est moins connu pour avoir eu, parce qu'il a eu le prix Nobel de chimie, en fait. L'année d'après Marie Curie, c'était en 1910 et 1911, je ne sais plus jamais dans quel sens d'ailleurs, mais il est moins connu pour ça. Et cette réaction, en fait, c'est une réaction de base de la chimie qui est utilisée très, très couramment dans l'industrie. Et qui donc, à partir de 4 molécules d'hydrogène et une de gaz carbonique, on fait du méthane et de l'eau, plus de la chaleur. Alors, vous voyez déjà que l'eau, on en avait au début, on en retrouve à la fin. On a à peu près la moitié d'eau récupérée par rapport à ce qu'on a mis comme eau au départ. Donc, il y a une consommation d'eau effective.
mais il y a une partie quand même de recyclage. Et puis, cette réaction va dégager de la chaleur. Alors, suivant les voies, ça va être plus ou moins de chaleur. Et donc, à gauche, le réacteur catalytique. Donc là, c'est un réacteur, c'est purement chimique, on va dire, avec un catalyseur dedans, donc qui est souvent du nickel ou des choses comme ça, des métaux, permet d'enclencher la réaction et de l'entretenir. Donc là, ça va dégager beaucoup de chaleur. C'est des outils qui sont plutôt vraiment de nature industrielle, avec des aciers spéciaux au milieu. Enfin, c'est pas quelque chose sous haute pression, haute température, etc. Donc, ils vont plutôt trouver dans un environnement industriel. La deuxième voie, la grande voie, le réacteur biologique que vous avez à droite, là, c'est des bactéries qui font le boulot ou même des micro-organismes encore plus rudimentaires qui s'appellent des archées, qui vont faire le travail de méthanation dans des réacteurs qu'on voit ici. Donc, on rentre du gaz. Alors, il y a plusieurs manières de s'y prendre. En tout cas, on va dire c'est assez proche de la méthanisation, de la fermentation anaérobie des matières organiques, donc qui fait du biogaz. Ce sont des technologies en fait cousines, hein, donc à pression atmosphérique ou presque, avec des bébêtes, hein, c'est de la biologie. Et donc on a des couplages entre les deux qui sont tout à fait intéressants. J'y reviendrai tout à l'heure, mais voilà, en tout cas, c'est deux grandes familles de réacteurs de méthanation. Et si on les compare, vous avez ici les rendements donc, sont assez proches en fait. Les coûts d'investissement, alors les coûts d'investissement, là, il faut être vraiment prudent parce qu'aujourd'hui, on en est au stade de démonstrateur. Donc, il y a des coûts, enfin, de démonstrateurs industriels. Alors, il y a des pays où il y en a quand même pas mal qui fonctionnent depuis quelques années, mais ce n'est que quelques années, ce ne sont que quelques démonstrateurs. Donc, il faut rester prudent sur les verres. Vous voyez que les gammes de coûts sont quand même assez larges, mais ça permet déjà quand même de se projeter dans un avenir plus ou moins lointain et de voir que ça peut tourner sous certaines conditions. On le verra tout à l'heure. Donc, vous voyez les différences entre les deux et on voit les avantages et inconvénients. Donc, pour le catalytique, l'avantage, c'est que c'est bien connu, on va dire. C'est de la haute température, donc la valeur de la chaleur perdue est plus importante. Si on a un consommateur de chaleur à côté, notamment dans l'industrie, ça peut permettre d'avoir un revenu annexe qui aide bien, ce qui est moins le cas dans le cas de la biologique. Mais vous voyez, de l'autre côté, il y a d'autres avantages à la biologique. Et puis les inconvénients, vous avez sous les yeux. Donc voilà, on ne va pas s'étendre là-dessus, vous aurez transparent, mais on voit qu'on a là aussi des choix, d'autant plus que côté biologique, il y a aussi plusieurs sous-filières, on va dire, entre les bactéries, les archées, etc. Et tout ça fait l'objet aujourd'hui de recherches plutôt appliquées, de démonstrateurs. On n'est pas dans la recherche fondamentale, loin de là. Et on a déjà aujourd'hui des petites productions qui vont jusqu'à 1 mégawatt de puissance électrique, ce qui est quand même assez intéressant. Et de toute façon, on n'est pas très pressé. On a le temps de bien faire les choses parce qu'en fait, d'un point de vue systémique, aujourd'hui, on n'a pas encore besoin de ces technologies-là. On en aura besoin. Alors, les Allemands, probablement dans les années 2030-2035, nous plus tard, parce qu'on tarde plus à développer nos renouvelables électriques. Et d'un point de vue vraiment systémique, c'est quand on aura en fait une grande pénétration très importante des renouvelables électriques dans le système que ce sera important autour de 70-80%. Donc, on a encore quelques temps pour parfaire le développement des briques électrolyse aussi d'ailleurs, mais de méthanation. Alors, un sujet pour la méthanation, évidemment, c'est les sources de CO2, parce que je disais tout à l'heure, le problème des CO2, c'est pas qu'il y en a pas assez, c'est qu'il y en a trop, sauf qu'il faut le trouver. Et donc, il y a plusieurs manières d'aller récupérer ce CO2. Alors, dans l'air, ça se fait, mais ça coûte très cher. Et ça coûtera probablement encore très cher. Pourquoi ? Parce que bien qu'il y en ait trop, il est très peu concentré dans l'air. Ça se comprend assez facilement. Donc, ce n'est pas là qu'on va aller le chercher en priorité. On peut aller le chercher dans des process de combustion. Ça peut être des chaufferies, ça peut être des process industriels. Là, le problème, c'est qu'on va dégrader le rendement de la chaufferie ou du process parce qu'on va aller prendre les quantités de CO2 dont on a besoin sont très faible par rapport à ce que crache une cheminée d'usine ou de chaufferie. Donc, on va être pas très bon économiquement. C'est une manière de faire qui prend un peu d'énergie, qui n'est pas la meilleure. Pareil, c'est une centrale électrique. Et en plus, pour l'électricité, on va pas du tout aider en prenant le CO2 au réglage du système électrique. Par contre, côté méthanisation et gazéification,
Alors là, ce CO2-là, il est intéressant parce qu'il est déjà capté. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, mais que vous savez peut-être, c'est que le biogaz, donc la production de biogaz à partir de matière organique, en fait, à la sortie, en brut, du réacteur, après quelques semaines ou quelques mois de réaction grâce à des bactéries, eh bien, on a à peu près la moitié, c'est un mélange gazeux, en fait, qui est à peu près moitié-moitié entre méthane, le CH4, et CO2. En fait, c'est un peu plus de méthane que de CO2, mais grosso modo, il est mélangé. Et donc, on peut l'utiliser, ce biogaz, alors directement dans un moteur, par exemple, ou un groupe électrogène, voilà, ça peut se faire. Mais si on veut l'injecter dans le réseau de gaz ou si on veut s'en servir dans une voiture, il vaut mieux le purifier. En fait, le purifier, ça consiste à enlever le CO2, donc passer d'un niveau de concentration de méthane, CH4, de l'ordre de 60% jusqu'à 97 ou 98%, qui est la norme du réseau. Et donc, le CO2 dans le biogaz, qui, une fois épuré, s'appelle biométhane, en fait, ce CO2 est un déchet, on va dire, enfin une gêne, qui, pour l'instant, est purifié et rejeté dans l'atmosphère. C'est ce qu'on fait, par exemple, dans les stations de traitement des eaux de certaines grandes villes françaises comme Grenoble ou Strasbourg. Il y a une production de biogaz qui transforme en biométhane et pour l'instant, le CO2 il est rejeté à l'atmosphère. Et donc là, on se dit qu'on a une source de CO2 qui est quand même vachement intéressante. D'abord parce qu'il est concentré, il est piégé, il est dans le réacteur. Et en plus de ça, je vous ai dit tout à l'heure que du point de vue industriel, la méthanation et la méthanisation, c'est dans les mêmes gammes de puissance, de température, c'est un peu la même type de plomberie, on va dire, ou de cuve, etc. Et donc, il y a peut-être un truc à regarder de ce côté-là, c'est ce qui a commencé à être fait, en fait. Voilà. Donc, c'est sources de CO2. Et vous avez en bas, dans le petit tableau en bas, donc les sources différentes qui sont calculées. Alors, ça a été regardé dans le cadre d'une étude, on va dire, la source de CO2 pour refaire dans un scénario négawatt qui s'est accompli jusqu'au bout, les besoins en CO2 pour le power to gas pour l'ensemble du système en fait sont sont faibles. Donc on va pouvoir choisir lesquels on va privilégier et par contre c'est quelque chose qui va être assez déterminant sur la localisation des installations puisque on a besoin d'électricité et on a du réseau électrique donc pour alimenter, on a besoin du réseau gazier pour injecter le gaz produit et on a besoin d'une source de CO2 et c'est probablement la source de CO2 va probablement être assez déterminante de la localisation. Le réseau électrique, il est pratiquement partout. On parle là de site industriel, on ne parle pas à la maison. Le réseau gazier, il est quand même moins développé. En tout cas, c'est 80% des Français qui vivent dans une zone de desserte de gaz, de réseau de gaz, donc il est quand même assez répandu. Donc on peut trouver des endroits. Par contre, les sources de CO2, le CO2 se transportant relativement mal, voilà, on va avoir tendance probablement, mais ça reste à voir, à mettre les systèmes de power to gaz, pour la méthanation en tout cas, proches de sources de CO2. Donc on peut dire, pour résumer, que mettre ça à côté des digesteurs de biogaz, ce ne serait pas con. Voilà. Alors, si on regarde un peu le système, de manière un peu plus large, voilà un exemple d'assemblage de briques avec un électrolyseur PEM, donc à membrane, et de la méthanation catalytique. Vous avez les bilans, hein, donc on en met 100 au départ et on en récupère un certain nombre à l'arrivée. Faites le calcul vous-même avec des consommations intermédiaires. Bon, là-dedans, ça comprend y compris la compression des gaz, l'injection du biogaz, l'hydrogène, voilà, la chaleur valorisable plus ou moins et les pertes. Donc c'est juste un exemple. Un autre exemple avec l'électrolyse PEM également, même méthanation biologique et récupération de chaleur. Là, on arrive à des rendements qui sont plus élevés. On est meilleur, on va dire, mais c'est un peu plus compliqué, ce qui n'est pas nécessairement rebutant. Et donc, en résumé, pour les différentes filières, alors là, vous avez les rendements complets des différents assemblages. Donc, actuellement, en haut, donc l'alcalin avec que d'hydrogène, c'est entre 67 ou 8% et 85 ou 6. Vous voyez, en PEM, voilà, vous avez les différentes. Alors en bleu, l'hydrogène, en rouge, le méthane. Et les fourchettes, c'est essentiellement est-ce qu'on valorise la chaleur ou pas, qui est un élément important. On n'empêche qu'on arrive quand même à des rendements globaux du système complet, c'est-à-dire entre l'énergie qu'on a mise à l'entrée et ce qu'on a à la sortie sous forme de gaz. Donc à l'entrée, c'est sous forme d'électricité, qui approche les 90% de rendement. Alors ça part à 55, c'est-à-dire que si on ne récupère pas la chaleur, etc. Avec évidemment l'hydrogène un peu meilleur. Pourquoi? Parce qu'il y a une étape de moins.
mais intrinsèquement, c'est quand même des procédés qui sont très efficaces par rapport à d'autres procédés industriels, à commencer par votre voiture qui a 20% d'efficacité, voire 25% si vous chauffez. Donc là, on est quand même sur des rendements assez intéressants. Alors, il y a les rendements, mais ça, c'est l'ingénieur, mais il y a les coûts, ça, c'est le banquier. Eh bien, là, alors, il est un peu plus compliqué à lire, mais vous avez, en partant de la gauche, c'est les coûts actuels qu'on a constatés, alors qui ont été constatés dans l'étude qui avait été faite en 2014, les coûts de production avec les différentes options, donc hydrogène ou méthane, et puis l'évaporation de la chaleur ou pas. Et ça avance 2020, 2030, 2050. Et donc ça baisse, on voit que tout ça baisse. Alors c'est de la prospective, donc on n'est pas certain, mais on est quand même, c'est à dire d'experts et ça semble assez crédible. Et les traits que l'on voit horizontaux, alors le trait bleu en haut là, c'est le tarif d'injection du biogaz maximum d'aujourd'hui. Alors ça date de 2015, je ne sais pas si ça a bougé, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur de toute façon. Donc, ça veut dire quand on parce que les tarifs biogaz, ils sont différenciés selon un certain nombre de paramètres, de rendement, de sources, etc. En tout cas, le tarif max, on voit qu'il est quand même, avec l'H2, on n'est pas très loin. On arrive à ce niveau de coût de production. Le méthane, de méthanation, il est largement au-dessus aujourd'hui, mais c'est assez logique parce que c'est une filière qui est en phase, on va dire, embryonnaire. Voilà, on voit que ça va s'améliorer. La ligne jaune en bas, c'est minimum aujourd'hui. Donc voilà, c'est la fourchette d'injection. Et puis les pointillés, là, c'est le prix du gaz naturel. En jaune, sans taxe carbone, et en bleu avec taxe carbone. Alors je pense que c'est la taxe carbone qui avait été élaborée à l'époque de la loi de 2015. De mémoire, ça doit être 100 € la tonne en 2030 ou un truc comme ça. Donc, en une hypothèse, on va dire, bon, les gilets jaunes n'étaient pas passés par là, on ne sait pas ce que ça va donner, mais en tout cas, ça permet de comparer où ça se situe aujourd'hui par rapport au gaz naturel fossile, donc il y a une méthode gaz à effet de serre, et où ça pourrait se situer dans un avenir plus ou moins lointain. Donc, c'est clair que ça ne va pas être au même prix que le gaz. Aujourd'hui, c'est simple, le gaz, on fait un trou dans le sol, on récupère et il n'y a pas grand-chose à faire, on le purifie, etc. Mais en tout cas, c'est très facile, et c'est un peu le problème du reste. Là, il y a quand même des process, il y a des matières premières, des choses comme ça, donc c'est nécessairement un peu plus cher, et ce n'est pas non plus dans des coûts complètement délirants par rapport aux coûts constatés par exemple du biogaz aujourd'hui. On arrive dans les mêmes ordres de grandeur que le biogaz aujourd'hui. On peut dire que ça peut être un objectif d'être dans ces gammes-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions de… Oui, il y a une question sur les moteurs thermiques qui fonctionnent au méthane et la pollution de l'air. Est-ce qu'on sait si ces moteurs-là ont aujourd'hui des difficultés pour répondre aux normes? Non, alors le vecteur méthane, le CH4, on va dire c'est le moins sale des hydrocarbures. D'abord, c'est le plus simple parce que c'est un carbone, 4 hydrogènes, alors que le pétrole, vous avez des chaînes chimiques qui font 1 km de long. Enfin, voilà. Donc, du coup, comme il est très simple, il est aussi assez pur. Et du coup, il émet pas de particules, il émet peu de NOx, en tout cas à ma connaissance, et il émet par contre du CO2 du moment qu'il n'est pas renouvelable, il est émetteur de gaz à effet de serre, ça c'est clair. Il est un peu meilleur, enfin il n'est pas très différent en tout cas de carburant pétrolier. Donc de mon point de vue, mais je ne suis pas vraiment un spécialiste de la chose, je ne pense pas qu'il y ait de difficultés. Enfin, il tourne dans un… Enfin, pour le coup, moi j'étais propriétaire, en tout cas Espul, dont je suis directeur, on a été propriétaire pendant 10 ans d'un multiplat à gaz naturel qui marchait à l'essence et au gaz naturel qu'on allait remplir à la pompe qu'il y avait à côté de nos bureaux. Il n'y avait aucune différence, un petit peu moins nerveux, etc. En tout cas, ça marche dans un moteur tout à fait normal. C'est juste une question de mettre une bonbonne de gaz, bidouiller un peu le carburateur, mais ça marche dans un moteur thermique tout à fait classique et avec des taux de pollution qui sont probablement très bas. Deuxième question, comment expliquer que les prix baissent autant entre les prix d'aujourd'hui et puis 2020? C'est les effets des démonstrateurs. On compte, c'était fait en 2015, peut-être même 2025, la date, je ne vais pas m'engager fermement sur la date, mais en tout cas, alors ça, c'est Simon Métivier qui a fait l'étude. Mais pour avoir travaillé avec lui à cette époque-là, c'est basé sur les prévisions des porteurs de projets, des chercheurs qu'on trouvait, on va dire. Encore une fois, on n'est pas dans la théorie, on est dans les démonstrateurs. Et ça semble être des hypothèses raisonnables par rapport à ce qu'on constate. Alors, il y a peut-être, oui, entre 2020 et 2030, il y a peu d'écart. Je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Je demanderai à Simon.
Et puis, le scénario négawatt donc, passe de 0,2% de gaz dans la mobilité à 70%. Comment est-ce qu'on fait pour assurer cette transition Eh bien, et la tendance on arrête de dire que l'électricité peut faire 100% de la mobilité parce que nous, on n'y croit pas du tout. Enfin, en tout cas, le rôle de l'électricité dans la mobilité, c'est essentiel, hein, soyons clairs, mais dans ces 1 négawatt, on ne pense pas qu'on va pouvoir, que tous les camions vont pouvoir rouler à l'électricité. D'abord parce que si c'est des batteries, ça veut dire on ne transporte que des batteries, pas autre chose. Sinon, il y a des solutions qui sont expérimentées aujourd'hui à base de caténaires. Ça fait un peu comme les trolleybus le long des autoroutes, c'est Siemens en Allemagne. Ça aura peut-être une place. Alors, on attend d'avoir le résultat pour l'introduire dans le 100 gigawatts. On n'avait pas fait en 2017. C'est possible que la part d'électricité augmente, mais le gaz, pour nous, est totalement incontournable. Alors, comment on fait? Simplement, au lieu que les transporteurs routiers achètent des camions diesel Euro 6 dont on peut douter des performances compte tenu du Dieselgate, qui passent sur des motorisations gaz, donc ça s'appelle GNV. Et ça, ce n'est pas du tout du rêve, ça se fait aujourd'hui couramment. La Fédération nationale des transporteurs routiers est favorable au gaz, ils disent assez clairement. Le problème étant que leurs adhérents qui ont investi très lourdement dans l'Euro 6 depuis des années ont très peu de marge bénéficiaire. Donc, il faut d'abord qu'ils amortissent leurs camions Euro 6 avant de passer au gaz. Là, pour le coup, c'est du gaz pour l'instant qui est fossile, mais comme je disais tout à l'heure, c'est quand même moins sale que le diesel. J'ai un exemple, moi, à côté de chez moi, Villefranche-sur-Saône, où il y a un transporteur routier qui a passé ses 130 camions directement, tous ensemble, au gaz nat, il y a 2-3 ans de ça, alors avec une aide de l'ADEME, avec on voit des opérations se faire comme ça. Donc ça, c'est côté utilisation, donc c'est des moteurs, en fait, c'est des moteurs thermiques classiques, hein, mais qui sont adaptés au gaz. Alors ça peut se faire avec le moteur à essence, avec le diesel, ça doit pouvoir se faire aussi moyennant, ça peut être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, vous avez aujourd'hui chez Iveco, pour ne pas les citer, sur étagère, vous pouvez acheter des camions au gaz. Donc voilà. Et côté production, ça veut dire on va produire du biogaz, la pyroxéification et du power to gas. On va injecter tout ça dans le réseau gazier. Et plus on en met d'un côté, moins on a besoin d'en acheter de l'autre à M. Poutine ou à l'Algérie. Donc c'est vraiment l'image, moi je trouve assez frappante de ce que c'est qu'une transition. Pour l'électricité, c'est moins évident parce que c'est immatériel. Là, c'est de la molécule. Donc, une molécule de gaz renouvelable qu'on injecte quelque part dans le réseau va remplacer une molécule de gaz qu'on aurait achetée sinon à l'étranger. Donc, voilà comment on va se faire la transition. Alors, c'est un peu vite dit. Évidemment, il y a entre les deux, il y a des décisions politiques, il y a des outils économiques, etc. Mais d'un point de vue opérationnel, c'est quelque chose d'assez simple. Autre question, est-ce qu'il est difficile d'adapter un électrolyseur à une production d'électricité Alors fluctuante? justement, ça c'est pas dit dans le tableau, mais en fait le PEM est particulièrement performant, plus que l'alcalin. L'alcalin a des temps de réponse parce qu'il faut pas. En fait, vu du réseau, un électrolyseur c'est une consommation. Et donc on va lui demander de s'arrêter ou de démarrer selon l'état du réseau. On verra tout à l'heure cette affaire-là. Et d'un point de vue technique, l'alcalin a un temps de réaction un peu lourdingue, enfin un peu lent. Par contre, le PEM a des temps de réaction extrêmement rapides, à tel point que déjà aujourd'hui, il y a des électrolyseurs qui participent au marché de la réserve primaire en Allemagne. Alors, je ne sais pas si vous êtes spécialiste, ça vous dit quelque chose pour les électriciens certainement. Ça veut dire que c'est vraiment la clé de voûte du système électrique, c'est le réglage de la fréquence. On est 50 Hz, il ne faut pas qu'il bouge de plus 49,5 à 50,5. Et ça dépend des consommations des productions, ça bouge tout le temps, on va dire. Et c'est RTE qui est chargé de ça. Et donc, le moyen qu'on a les outils dont on a besoin pour maintenir cette fréquence-là, c'est nécessairement des temps de réaction extrêmement rapides. Un électrolyseur PEM, il a un temps de réaction, je crois, de quelques millisecondes, alors que le réseau demande de l'ordre d'une 3 secondes, je ne sais plus exactement. En tout cas, il est déjà au-delà de ce que le réseau électrique a besoin. Et ce n'est pas dans un laboratoire, là, c'est sur le marché, donc en grandeur réelle. Et c'est d'ailleurs l'opérateur qui a fait ça, c'est un gestionnaire de distribution, du réseau de distribution électrique. C'est un Enedis local, une régie allemande qui a répondu avec un fournisseur d'électrolyseurs à un appel d'offres marché des réserves primaires. Alors, la liquéfaction du biométhane. Alors, à ma connaissance, non, on n'a pas travaillé dessus. D'abord, en plus, je ne savais pas que ça existait. Alors, c'est peut-être ça fait référence peut-être au gaz porté, mais la liquéfaction, moi, j'entends parler pour le GPL, hein, qui est le gaz, le gaz naturel. Non, à ma connaissance, on ne l'a pas introduit. Peut-être parce qu'on n'a pas été assez loin, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse, mais je note et on essaiera d'y répondre plus tard.
Alors oui, alors GRDF et GRT Gaz, donc pour ceux qui ne connaissent pas, GRDF c'est le distributeur, hein, c'est l'Enedis du gaz, et GRT c'est le RTE du gaz, donc le réseau de transport. Oui, alors les gaziers, contrairement aux électriciens, en tout cas les opérateurs d'infrastructures sont extrêmement poussent très fort sur le gaz vert. D'ailleurs, pour une raison simple, hein, c'est que s'il n'y a plus de gaz vert s'il n'y a pas de gaz vert dans leur tuyau, il n'y aura rien d'autre. Hein. Un jour, il n'y aura plus de gaz fossile. C'est bien ça l'objectif de la transition énergétique. Donc, c'est leur survie en fait qui joue dans cette affaire-là. Et en plus, ils ont aussi culturellement, on va dire, un positionnement un peu différent d'Enedis parce qu'ils ne sont pas en situation de monopole, alors monopole de concession, mais on va dire tout le monde a l'électricité, tout le monde n'a pas le gaz. Donc, ils ont une culture aussi un peu, on va dire, commerciale, de lobbyistes, etc. Moyennant quoi, ils sont très offensifs sur ces sujets-là. Vous pouvez les regarder sur leur site respectif. Et on échange pas mal avec eux. Alors, on échange aussi avec les électriciens, avec Enedis ou avec RTE, ce n'est pas exclusif du tout. Mais il faut reconnaître qu'on a une convergence de vues beaucoup plus intéressante avec les gaziers qu'avec les électriciens. À un détail près quand même, c'est que les gaziers, les gestionnaires de réseau ou les producteurs, ils sont très contents qu'on leur dise qu'ils vont pouvoir aller dans les camions et qu'ils ont un nouveau marché qui s'ouvre. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué quand on leur dit il faut que vous sortiez des bâtiments parce qu'on sait faire autre chose que de chauffer au gaz. On sait isoler très bien les logements et les chauffer avec des pompes à chaleur à haute performance qui consomment très peu. Donc le gaz, à l'avenir, n'a pas d'avenir dans le bâtiment, ce qu'ils ont beaucoup de mal à comprendre. Ils voudraient un peu le beurre, l'argent du beurre. Et c'est vrai que nous, Négawatt, non, il faut qu'on leur dise sortez des maisons, allez dans les camions, c'est ça votre avenir. C'est des petits sujets autour de ça. Est-ce qu'on a tenu compte des fuites de biométhane liées aux multiples sites de production? Alors, je n'affirmerai pas d'une manière définie, c'est pas moi qui ai travaillé sur cet aspect-là, mais je pense que oui. Et je me renseignerai auprès de ceux qui ont beaucoup travaillé. Alors, les fuites de gaz, on entend beaucoup parler. C'est plutôt à la production en amont. Hein, c'est pas tellement dans les réseaux. Et je ne pense pas que ce soit insurmontable. Alors, c'est plus simple de gérer les fuites de biométhane que d'hydrogène entre nous. Un des inconvénients de l'hydrogène, c'est d'être une très petite molécule qui passe partout et que ça veut dire que tout ce qui est les joints, etc., sera beaucoup plus compliqué. À ma connaissance, les fuites de méthane, déjà aujourd'hui dans les réseaux gaziers, sont quand même relativement faibles. Je ne vois pas de raison qu'elles soient nettement plus élevées pour le gaz renouvelable. Alors, c'est vrai que les unités de production, on n'est pas sur un schéma biométhane à la ferme hein, dans Négawatt ou marginalement. C'est plutôt ce qu'on appelle la méthanisation collective, plutôt gérée par les collectivités, typiquement une station d'épuration, hein, comme ça s'est fait à Grenoble ou à Strasbourg, auquel on va rajouter des intrants alors d'origine agricole, agroalimentaire, etc. À la campagne, ça se fait à l'échelle d'une petite ville, d'un canton ou d'un EPCI. Et donc, ce qui est quand même un site de nature industrielle plus que le biogaz à la ferme, où effectivement, ça sera peut-être plus compliqué d'un point de vue fuite. Et enfin, une dernière question avant qu'on passe à la suite. Donc, l'usage du biogaz, du gaz. Oui, bien sûr. Tout le monde ne voit pas la question, je pense. Donc, est présenté pour un usage à 70% pour la mobilité, 30% pour la chaleur. Est-ce que c'est possible d'utiliser ce gaz comme un point pour l'équilibre offre-demande? Oui, bien entendu. Je ne l'ai pas cité, mais c'est vraiment un oubli de ma part. Oui, c'est utilisé comme équilibrage. C'est-à-dire que le pouvoir du gaz va servir à équilibrer le système électrique quand on a des excédents, on le verra tout à l'heure. Mais au contraire, quand on est en déficit d'électricité, on retourne le truc et avec le gaz, on fait de l'électricité, avec un rendement de Carnot, hein, c'est-à-dire qu'on a 36%, ce qui fait que, en tout cas, nous, on ne fait pas du méthane à partir de méthanisation ou de méthanisation ou quoi que ce soit, juste pour ça. Hein, on sait faire l'électricité primaire avec du photovoltaïque et de l'éolien. Le défaut qu'ils ont, c'est qu'ils ne sont pas là tout le temps. Donc, c'est pour pallier aux absences de production qu'on va stocker sous forme de gaz et utiliser à plein d'autres choses que l'électricité. Et pour fournir l'électricité en cas de besoin, bien sûr, c'est avec des turbines gaz à cycle combiné ou de rendement, etc. Dans le diagramme de Sankey que vous avez vu tout à l'heure, en fait, ça figure, on le regardera peut-être tout à l'heure, mais en fait, ce n'est pas des grosses quantités. Alors, sous réserve, évidemment, que les scénarios météorologiques sur lesquels on s'appuie soient vérifiés. Hein, mais l'intérêt du gaz, c'est qu'on peut stocker en intersaisonnier, donc qui peut plus, peut le moins. Si on peut stocker entre l'été et l'hiver, on peut stocker d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre, etc. Voilà. Et puis, intérêt du développement de la cogénération combustion gaz dans un moteur électrique. Alors, nous, dans Négawatt, on a très peu de cogénération.
pour la raison que je viens d'indiquer du reste, c'est-à-dire parce que la cogénération veut dire un fonctionnement en pointe le plus longtemps possible. Hein. Alors, cogénération d'industrie, on peut arriver à des 7000 heures. Et quand on est dans le résidentiel, la chaleur, on n'a pas besoin d'été, donc on est à 4000, 3000 heures. Et ce n'est pas compétitif par rapport, d'un point de vue à la fois environnement, économique, système, etc., par rapport à la production photovoltaïque et éolienne. Donc, on met énormément d'éoliennes, enfin énormément. On est loin de saturer la France d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques. En tout cas, on utilise majoritairement l'éolien et le photovoltaïque, très majoritairement l'hydraulique, évidemment. Et l'usage de la biomasse ou du biogaz pour faire l'électricité, c'est vraiment marginal et c'est pour des besoins d'équilibrage du réseau ou, dans certains cas, de sécurité, etc. Et donc, ça reste marginal parce que ce n'est pas une bonne manière d'utiliser la biomasse. On a mieux à faire avec le PV éolien. Bon, on va passer maintenant à le power to gas, à quoi ça sert? Alors, on va partir du système électrique parce que c'est comme ça qu'on comprend le mieux, mais je disais dès le départ que le power to gas ne sert pas qu'à ça, ou pourrait ne pas servir qu'à ça, et qu'il doit s'intégrer dans un système beaucoup plus large. Et du reste, ce que je vous dis tout à l'heure, quand on a besoin de refaire l'électricité, on a un rendement de Carnot, ça veut dire que si le rendement global qu'on a vu tout à l'heure autour de 80-90%, quand on part d'électricité pour faire du gaz, si après avec le gaz on refait l'électricité, on divise par 3, ça qu'on se retrouve à des rendements de l'ordre de 30%. Donc le simple fait de refaire de l'électricité avec du gaz renouvelable, ça ruine le rendement. Alors quand on a besoin de le faire, il faut le faire évidemment pour des raisons de sécurité ou autres, mais ce n'est pas la vocation du gaz d'être utilisé en électricité. Néanmoins, on va partir donc du système électrique. Alors aujourd'hui, vous savez, j'espère que l'électricité a un gros défaut, c'est que non seulement elle ne se stocke pas ou mal, mais surtout un système électrique, il a besoin d'être à l'équilibre en permanence, à tout instant, comme on dit. C'est-à-dire qu'il faut qu'on en mette dedans autant qu'on en sort. Alors, modulo, il y a une flexibilité physique déjà dans les câbles électriques. Hein, un câble électrique d'un mi-haute tension, quand il est très sollicité, il va se mettre à chauffer, il va descendre un peu. Donc, on a un espèce de matelas qui est le réseau lui-même. Et puis, on a aujourd'hui tout un tas de moyens qu'on verra tout à l'heure pour pallier à ça. Mais néanmoins, le système électrique il doit être à l'équilibre en permanence. Donc aujourd'hui, voilà, on a en période hivernale, on voit en violet le nucléaire, on voit les pointes de 19 heures hein, avec le chauffage électrique, la pointe de midi, etc. Et donc ça, c'est le système en France avec, alors voilà, c'est là qu'il y a la description, donc le nucléaire en violet, thermique en, alors ça c'est en 2010, ça date un peu, mais c'est pas grave. Hein. On voit que l'hydraulique représente à peu près 12%, enfin, on peut à cette époque-là. Donc on l'a en puissance, c'est-à-dire en puissance instantanée, c'est des mégawatts. Hein, c'est l'hyperpointe, donc on approche des 100 000 mégawatts ou 100 gigawatts, qui est une pointe très très dure, très compliquée à gérer pour le réseau. Hein. Tous les ans, au mois de février, quand il fait très froid, on se demande si ça va péter. Alors, coup de bol, maintenant qu'on isole un peu plus les maisons, le chauffe-eau électrique a un tout petit peu reculé, on n'arrive plus à ces niveaux-là. Néanmoins, on a un réseau qui est extrêmement fragile et surtout qui dépend d'importations qui ne sont pas très propres. Hein. Vous voyez le petit point en bleu là. Généralement, en France, c'est de l'électricité faite avec du charbon ou pire du lignite allemand, plein de CO2. Alors, petite incidente là-dessus, c'est que ce CO2 n'est pas compté, puisqu'on exporte l'électricité nucléaire quand on en a trop, et puis il n'y a pas de carbone dedans. Et donc, la comptabilité française officielle des imports-exports considère qu'on réimporte la même électricité que celle qu'on a exportée. Donc, il n'y a pas de CO2. Voilà. Alors, c'est énervant parce que c'est faux physiquement. Ce n'est pas non plus des quantités énormes, mais ça veut dire que si on efface le chauffage électrique, eh ben, on va économiser beaucoup de CO2 par rapport à l'input qu'on va avoir mis dedans en termes de coût. Alors, ça, c'est aujourd'hui, donc en énergie à droite, là, c'est les térawattheures. Alors, c'est calé sur 2016, hein, mais c'est l'équilibre en puissance en fait, qui est sensible, parce que c'est ça qui est à tout instant. L'énergie, ça se calcule sur la durée de l'année. Donc ça, et demain, qu'est-ce qui va se passer? Donc on va avoir baissé la consommation d'énergie sensiblement, de la moitié, et puis on va avoir un mix électrique qui va être beaucoup diversifié, avec de l'éolien, du photovoltaïque la journée évidemment, voilà. Et donc une complexité nouvelle à gérer, avec donc une baisse de la pointe à 63 gigawatts dans 100 mégawatts contre 100 en réalité aujourd'hui. On va avoir beaucoup d'énergie renouvelable variable, l'éolien et photovoltaïque notamment. Et donc ça, il va falloir apprendre à le gérer un peu différemment de ce qui se fait aujourd'hui. Le RTE, c'est son métier et ça marche bien. Le courant,
sauf quand il y a des tempêtes de neige, mais sinon, en général, ça ne se passe pas trop mal. Donc, c'est un métier assez bien connu, auquel on va rajouter une difficulté. C'est jusqu'à présent, ils regardaient surtout la consommation, puisque la production était en base nucléaire, etc. Là, il va falloir ajouter aux incertitudes sur la consommation des incertitudes sur la production. On a quand même des prévisions, on a quand même des outils. Toujours est-il qu'on a réfléchi à ce sujet-là, donc Négawatt, on a élaboré ce qu'on appelle un ordre de mérite, c'est-à-dire aujourd'hui le choix des productions électriques dans le système électrique se fait en fonction du coût, c'est-à-dire qu'on va aller chercher les logiciels de prospective et les outils de marché vont aller chercher ou arrêter le moyen de production d'électricité qui est le moins cher à un moment donné. C'est-à-dire que quand on a besoin de plus d'électricité, on va démarrer des groupes qui sont les moins chers. Les moins chers aujourd'hui, ce n'est pas les renouvelables. Donc, c'est des instruments de marché qui s'entretiennent eux-mêmes, sur lesquels le choix qu'on a fait, Négawatt, c'est un scénario physique, c'est-à-dire qu'on soumet l'économie, la politique et tout ça, la société, entre guillemets, aux contraintes physiques. Pourquoi ? Parce que les contraintes changement climatique et autres polluants et menaces sur l'écosystème, c'est prépondérant sur des lois humaines, on va dire, telles que l'économie ou le droit. Et donc, on a élaboré un ordre de mérite qui est basé sur la limitation des pertes physiques. Donc, quand on a un déséquilibre, on va dire, on a deux solutions. La flexibilité de la demande, on va effacer des consommations, ou à l'inverse, on va mettre plus de renouvelables. Ça dépend si c'est à la hausse ou à la baisse en déséquilibre. Donc, la grande hydraulique, par exemple, est une ressource renouvelable qui permet, en modulant la production des grands barrages, notamment, de faire face à des évolutions rapides des consommations d'électricité. Et ça, c'est avec des pertes considérées à zéro, puisqu'on a tout sous la main. Quand on a un autre moyen, alors lui qui est structurel, c'est l'interconnexion des réseaux. Ça veut dire qu'on ne consomme pas et on ne produit pas tous en même temps, c'est ce qu'on appelle le foisonnement. Et donc, plus le réseau est interconnecté, plus ce foisonnement est efficace, on va dire. Alors, les 10% de pertes là, qui sont indiquées à gauche, c'est les pertes dans le réseau français, c'est à peu près ça, avec, ça doit être 3% qui sont dus aux lignes de haute tension, le transport, et à peu près complément 7% qui sont dus aux lignes de distribution. Mais le réseau en lui-même est un outil extrêmement efficace à plein de points de vue, et y compris pour l'équilibre du réseau à tout instant, du fait justement de ce foisonnement. Alors après, on a une autre solution qui aujourd'hui est opérationnelle, qui est très bien connue, très bien maîtrisée, c'est ce qu'on appelle les STEP, alors pas les stations d'épuration, mais les stations de transfert d'énergie par pompage. Donc c'est quand on a trop d'électricité, on pompe de l'eau dans des barrages d'altitude, et puis quand on a besoin, on fait descendre, turbiner cette eau pour faire de l'électricité. Et donc là, on a des pertes alors de 20 à 30%, ça se discute, mais bon, en tout cas, il y a une perte, mais en même temps, c'est très réactif, ça marche bien jusqu'à un certain point, parce que une fois que le réservoir est vide, c'est comme la baignoire, il faut pouvoir la remplir. Et donc, on a ça, mais ça, c'est le système électrique s'en sert aujourd'hui tout le temps, de manière très efficace. Et puis, à l'autre bout, jusqu'à présent, on avait la déconnexion, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à résoudre le problème, on va aller faire du délaissage d'un côté, ou on va aller démarrer des groupes gaz ou charbon ou je ne sais pas quoi, si on a un déficit. Et là, on va considérer d'un point de vue négawatt, c'est-à-dire renouvelable, on va dire qu'on c'est de la perte. Si on déconnecte les éoliennes quand il y a trop de vent, ce qui se fait des fois, ça s'appelle le curtailment en Allemagne, ça commence à être un sujet là-haut. Ça fait perdre de l'argent et de l'énergie. Et inversement, si on est obligé de mettre en route des groupes polluants, on n'est pas tout à fait négawatt. Et donc, entre les deux, c'est là qu'intervient le power to gas, avec un niveau de perte, j'ai indiqué 30%, c'est très indicatif, mais qui est donc une solution intermédiaire entre tout ça, donc qui permet d'éviter ces soucis d'équilibre immédiat. Alors, le stockage d'électricité, en fait, ce n'est pas d'énergie, c'est l'électricité qui aura dû être écrit en haut. Là, vous avez alors désolé, c'est en anglais, mais on va essayer de se comprendre. Donc, vous avez en bas les quantités d'énergie qu'on est capable de stocker avec une échelle logarithmique, pour pas que ce soit trompeur, et c'est d'ailleurs aussi une échelle logarithmique de l'autre côté, le temps. Donc, le stockage, c'est la durée combien de temps, pas on met à stocker, mais à déstocker, et la quantité d'énergie qu'il y a dedans.
Et donc, on voit que le power to gas se situe tout en haut, là, avec deux hypothèses dans les aquifères ou dans les cavernes. Donc, ce sont des moyens de stockage en fait, qui existent déjà dans du réseau gazier qu'on va remplir. Et donc, on peut stocker des très grandes quantités d'énergie, donc des térawattheures, voire des dizaines de térawattheures, pendant des durées très longues, des mois, voire des années. Ça s'explique, c'est de la molécule. Une fois qu'on a transformé l'électricité en molécule, qu'on l'a mis on l'a piégé quelque part, on peut la garder aussi longtemps qu'on veut. Et puis les autres, donc vous avez, alors dans l'ordre, vous voyez les stations de pompage turbinage, c'est Pumped Hydro Storage, là en jaune, elles se situent sur des gigawattheures pendant quelques jours, avec des variantes. Alors c'est stockage sous forme de chaleur dans le réseau de chaleur. Donc, la chaleur étant une énergie dégradée, après on peut diffuser la transformer en électricité, donc c'est difficile d'appeler ça du stockage. Il y a l'air comprimé, que vous voyez aussi dans le coin là. Il y a le stockage sous forme de chaleur sensible. Je pense que c'est des matériaux à changement de phase, plus ou moins ça. Et puis vous avez en vert les batteries, toutes les batteries. Alors lithium-ion, sodium-soufre, acide plomb et redox, dans des technologies différentes, et qui se situent toutes dans des quantités. Alors 1 mégawattheure, pour fixer les choses, un ménage moyen en France, une famille moyenne, on va dire, consomme 3-4 mégawattheures s'il n'est pas chauffé électriquement. Donc 1 mégawattheure, c'est à peu près la consommation d'une personne en résidentiel, on va dire, et pendant quelques heures, et pas beaucoup plus que ça. Donc c'est comme une baignoire, le stockage aussi. Pour pouvoir stocker, il faut vider d'abord. Donc il y a des cycles, tout ça et peut être soumis à des contingences pas évidentes à gérer. En jaune clair, c'est les volants d'inertie. Alors quelque chose qui marche bien, mais c'est pour des petites quantités sur des temps très courts. Et plus on descend, donc les capaciteurs en français, le nom m'échappe, des condensateurs. Et puis voilà, ça c'est de toutes petites quantités sur des pas de temps très courts, donc qui peuvent avoir leur intérêt évidemment, notamment pour réglage du système, mais on ne peut pas parler de stockage à proprement parler, en tout cas de report d'une production et d'une consommation d'un moment à un autre. Voilà, donc on est là-dessus. Et vous voyez en haut les échelles, c'est un Allemand qui l'a fait, donc le power to gas à l'échelle de grandes villes, voire de mégapoles, voire de pays entiers. Et les autres, à l'échelle de la maison, la batterie, ça le fait, mais bon, aujourd'hui, on n'a pas vraiment besoin de batterie pour stocker l'électricité chez nous. On n'aura probablement pas besoin avant longtemps. Donc ça, c'est les moyens qu'on a sous la main. Pour les ordres de grandeur, alors là, ça schématise un équilibre offre-demande sur l'année, on va dire, avec en rouge quand on a trop d'électricité, parce qu'il y a du vent, que c'est en été, etc. Et en bleu, les périodes où, non, c'est l'inverse, en rouge, c'est celle où on n'en a pas assez, et en bleu, celle où on en a trop. Donc c'est une année N, donc on va figurer comme ça. Et quand on regarde les stations, les steppes, les fameuses steppes, aujourd'hui en France, qui existent en France, et même celle-là, non, c'est 10 TWh. Aujourd'hui, je crois que c'est plutôt de l'ordre de 7, mais 10, c'est dans mégawatts, c'est on améliore un peu, on en fait quelques-unes en plus. On optimise, on va dire, mais on ne peut pas en faire beaucoup plus, d'abord parce qu'il n'y a pas trop la place, c'est compliqué, c'est coûteux. Donc, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Personne ne voit un gros développement des stations de pompage turbinage. Et de toute façon, s'il fallait arriver à l'échelle des besoins, vous voyez ce que ça veut dire, c'est très énorme, donc peu probable. Alors, on nous dit souvent les véhicules électriques, le véhicule to grid, c'est des batteries qui peuvent servir à stocker l'électricité pour le réseau, le service rendu, etc. Là, j'ai figuré à l'échelle en termes de surface, ce que donnerait la capacité de stockage de 40 millions de véhicules électriques. Ça donne 1 TWh. En gros, si toutes les voitures individuelles étaient mises à l'électrique, voilà la capacité de stockage qu'on a. On voit qu'on n'est pas tout à fait à la maille avec les besoins de stockage, les excédents que nous procure le système PV plus éolien. Et donc là, on a en jaune, c'est la capacité de stockage du réseau gazier aujourd'hui en France. On a, et ça c'est GRT Gaz qui est chargé de ça. En fait, non, c'est pas GRT Gaz, c'est une filiale d'Engie qui s'appelle Storengy, qui est chargée d'assurer la sécurité d'approvisionnement du réseau gazier. Alors le gaz, contrairement à l'électricité, il n'y a pas besoin d'un équilibre offre-demande à tout instant, on va dire, puisque c'est de la molécule, on peut la stocker. Par contre, il y a une obligation de constituer des réserves quasi stratégiques qui correspondent à une saison de chauffe. C'est-à-dire que les gaziers sont obligés d'avoir, dans des réservoirs souterrains, aquifères ou cavernes, c'est déjà un peu différent, mais ça revient au même du point de vue système, des capacités de stockage pour passer l'hiver, on va dire, et que les gens n'aient pas froid. Donc, à l'automne, ils font des réserves, ils remplissent, et 130 TWh, c'est énorme en fait. Je vous rappelle la consommation
production aujourd'hui en France d'électricité, c'est 400 TWh. Donc, en fait, le réseau gazier représente une batterie géante, gigantesque même, j'ai envie de dire, qui est déjà là et qu'on peut utiliser à coût marginal. D'où l'intérêt de faire du power to gas. Parce que si vous voulez faire ça en batterie, vous voyez les rapports de surface, mais si on met les coûts en face, c'est complètement délirant. Donc, en fait, la transformation de l'électricité excédentaire en molécules, et notamment de méthane, c'est une solution qui est extrêmement robuste grâce à la présence de cette capacité de stockage. Alors, chez nous, bon, la plupart des pays occidentaux en ont. L'Allemagne, c'est à peu près la même chose, et les autres pays, c'est pareil. Évidemment, dans un pays qui ne serait pas doté d'un réseau gazier, on ne pourra pas avoir le même discours. Hein, donc, c'est quelque chose, c'est une chance qu'on a, on va dire, un actif qui nous est quasiment donné et dont on va pouvoir se servir d'une manière très, très intelligente. Et d'ailleurs, Storengy, la fameuse filiale d'Engie, maintenant est à fond. Enfin, ils sont en train de monter des démonstrateurs de power to gas sur plusieurs de leurs sites de stockage. Et ils sont très actifs dans ce domaine. Pour eux, c'est évidemment un nouveau métier et on les comprend. Et c'est tant mieux. Pour. Non, c'est là. Je veux plus avancer. Ah oui, c'est là. Alors, ça ne vous dit pas grand-chose des terawattheures éventuellement, là, c'est figuré les capacités de stockage aujourd'hui des réseaux, donc, enfin, les différents éléments. La consommation annuelle en terawattheures, donc en bleu l'électricité, en jaune le gaz et en cacadoir le pétrole. On voit la consommation annuelle, si vous voulez, l'électricité et gaz, c'est à peu près pareil. Alors là, c'est un peu plus de gaz que d'électricité, ça dépend de la date, on ne va pas pinailler, c'est grosso modo la même chose, et à peu près le double en pétrole. On ne s'en rend pas compte, mais c'est énorme le pétrole. La puissance moyenne annuelle, c'est la puissance appelée, donc vous voyez, c'est à peu près dans les mêmes proportions, on va dire. Et si on regarde les capacités de stockage aujourd'hui existantes, les fameuses steppes électriques, là, c'est 0,4 TWh, alors que le réseau gazier, c'est 137 TWh. Et les 233 TWh du pétrole, ça intègre les cuves des raffineries et les cuves des stations-service et probablement aussi les réservoirs des camions et des voitures. Donc, vous voyez que ce n'est pas ridicule du tout, hein, les 137 TWh de stockage, et que ça peut vraiment dépanner le système électrique qui en est vraiment démuni, quoi. Et si on compte en nombre de jours de consommation moyenne, hein, on voit que, tout à l'heure, le réseau gazier est capable de stocker à peu près 100 jours, donc 3 mois en gros, une saison de chauffe de gaz. Voilà, donc c'est quelque chose de tout à fait considérable en termes de capacité. Alors, celui-là, un des sujets du stockage, c'est la place que ça prend, on va dire comme ça. Donc là, ça figure les performances de ce point de vue-là, des différentes solutions. Donc on voit le pétrole à droite, et c'est ça qui est extraordinaire dans le pétrole, hein. C'est vraiment un produit magique, hein. Il a, dans un volume réduit, il a un contenu énergétique qui est complètement dingue. C'est pas par hasard si on l'a mis dans nos voitures et nos camions, c'est que c'est un vecteur quelque part magique qui sera difficile à reproduire si on ne veut pas faire de gaz à effet de serre, hein. Les biocarburants, c'est limité pour des tas de raisons. Et donc, on voit que le méthane et l'hydrogène, nettement moins performants, sont quand même nettement au-dessus du lot des autres solutions de stockage. Donc, c'est juste pour figurer les choses. Et un dernier slide dans cette série, où c'est un slide qui vient de Energinet. Là, la source, en fait, c'est le RTE et le GRT Gaz du Danemark. C'est-à-dire que là-bas, ils ont un réseau de transport de gaz et d'électricité qui sont opérés par la même entreprise, qui s'appelle Energinet, entreprise d'État. Et c'est pas neutre du tout, parce que du coup, ils se parlent, hein, ils sont dans les bureaux les uns à côté des autres, ils se parlent, alors que nous, ils s'ignorent complètement. Ils commencent à se parler maintenant. Quand on a fait l'étude en 2014 sur le Power to Gas, c'était une des conclusions de l'étude qu'on avait remise à l'ADEME et à GRT Gaz IRDF, c'est qu'il serait nécessaire et utile que les gestionnaires de réseau gaz et électricité se mettent à se parler pour réfléchir aux synergies possibles plutôt qu'aux concurrences. À l'époque, c'était un peu un vœu pieux. Ça l'est moins maintenant, ils commencent à se parler. Mais là, on voit donc que ce fameux Energinet, alors c'est pas le plan danois, hein, mais c'est une des hypothèses, sachant que le Danemark est un pays de production de gaz, hein. Donc toute la partie jaune, c'est la production locale. Mais néanmoins, ils ont décidé de s'en passer, d'arrêter. Hein, vous voyez, en 2040, ils vont plus, 2043 ou 4, ne plus utiliser de gaz produit, du gaz naturel fossile, et le remplacer par les différentes sources de gaz renouvelables, dont là on voit l'électrolyse, hein, c'est souvent l'électrolyse, mais c'est du méthane en fait, qui est déjà présent. Et ça date de 2013 et c'est dans un scénario officiel, hein. C'était ça l'intérêt de vous montrer ça. Voilà pour la partie technique. Des questions? On a une question sur RTE, donc, qui est le gestionnaire de réseau de transport de l'électricité en France.
Que pense RTE de l'ordre de mérite de négawatt et plus globalement du scénario négawatt? Alors, de l'ordre de Meureux, ils comprennent ce que ça veut dire, déjà c'est pas mal. Bon, eux, ils sont dans un contexte qui est assez différent du nôtre, hein. Ils sont dans le monde réel, ils n'ont pas trop le choix, mais c'est quelque chose qui ne les choque pas particulièrement. Et ce qu'ils pensent du 100 mégawatts, alors, ils en pensent beaucoup de bien sur pas mal d'aspects, notamment sur les aspects économie d'énergie et tout ça. Alors, RTE a beaucoup évolué à cette entreprise, qui a énormément évolué depuis quelques années. Sur ce qui est de la prospective, ils n'en faisaient pas avant, mais je ne sais plus quelle loi les a imposé de faire. Avant, ils faisaient des bilans prévisionnels à 2 ans ou 3 ans. Et là, ils se sont mis à faire, il y a 3 ou 4 ans déjà, peut-être 5 ans, des scénarios de prospective à 15 ans, ce qui déjà pour eux était énorme. Et le résultat concret que vous avez peut-être entendu parler il y a un an ou 2 ans, c'est les fameux 4 scénarios RTE. Alors RTE ne fait des scénarios que sur l'électricité, évidemment. Mais les 4 scénarios qui étaient sortis, qui ont été sortis, qui étaient planqués et tout ça, il y a eu un peu de buzz autour de ça. En fait, dans les 4 scénarios, qui ont été construits d'une manière assez un peu compliquée, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y en avait un qui était en fait assez proche de négawatt, qui s'appelait le scénario watt. Il y en avait un autre qui s'appelait ampère, hertz et volt. Donc, sans rentrer dans le détail, mais il y avait encore beaucoup de nucléaire, il y en avait un peu moins, puis il y en avait pas du tout, enfin, presque plus. Et comme c'était à 2035, de toute façon, même négawatt, il y a, en 2011, on disait qu'on arrêtait le nucléaire en 2035. Si on avait pris toutes les mesures, peut-être on serait arrivé. Aujourd'hui, c'est pas, 2035, ça paraît un peu juste. En tout cas, c'est à peu près à ce moment-là. Mais les échanges qu'on a eus avec eux sur les questions de méthodologie, on a participé au comité de suivi, aux travaux, etc., de manière indirecte. On a quand même énormément de points de convergence, en tout cas, sur les hypothèses, les modèles. Et après, donc, vous le savez peut-être, mais sur les 4 scénarios, il n'y en a que 2 qui ont été vraiment publiés, qui ont été commentés. Évidemment, Watt a disparu. Il y a eu une espèce de. C'est à l'époque où Nicolas Hulot était là, il s'était fait, en fait, et c'est pas Hulot qui avait voulu ça. Ça s'est fait à l'insu de son plein gré, mais en tout cas, il a été escamoté. Et la suite de ça, c'est que RTE vient, quand je dis vient, ça date de la rentrée, là, de lancer des travaux assez lourds de prospective, pour le coup, qui vont aller à 2050. Donc, beaucoup plus, pour eux, ça change tout parce que il faut, et donc, c'est au-delà il y a une hypothèse de 100% renouvelable, donc du nucléaire, qui va être examinée. Alors, ces travaux qui sont très lourds, qui commencent tout juste, il y a des groupes de travail dans tous les sens. On est dedans, alors Négawatt est dedans, mais aussi Leclerc, France Nature Environnement, voilà, donc qui a commencé à travailler. Les résultats, en principe, annoncés pour printemps 2021. Alors, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais récemment, Elisabeth Borne a recadré le PDG d'EDF, Lévy, avec ses réacteurs, 6 EPR à 46 milliards d'euros, en disant que le gouvernement travaillait sur des scénarios 100% renouvelables à 2050 et que ce serait sur la table au printemps 2021. Il semblerait que ce soit des scénarios RTE qu'elle voulait parler, parce que je n'ai pas entendu dire que le gouvernement en tant que tel travaillait là-dessus. Et je pense que si on avait demandé à la DGEC de travailler, je pense qu'il y aurait eu des arrêts maladie, des grèves ou je ne sais pas quoi, parce que ce n'est pas du tout leur style. Mais en tout cas, RTE, oui, pour résumer, vient de plus en plus, avec des moyens qu'on n'a pas, très franchement. Hein, la modélisation du système électrique, on ne peut pas la faire à la manière dont ils le font, mais devient un producteur de scénarios de prospective de plus en plus compétent, intéressant et ouvert, j'ai envie de dire. Bon, après, RTE, c'est pas une association militante ou experte, hein, c'est une entreprise d'État, donc ils sont tenus à une certaine neutralité, etc. Donc ils ne vont pas dire sur la place publique tout ce qu'ils pensent. Et nous, pour les fréquenter, en tout cas, on peut vous dire qu'on travaille bien et beaucoup avec eux. Une question sur les coûts, je ne sais pas si tu en parles après, mais alors en énergie globale, je ne sais pas ce qu'on parle des coûts du système énergétique dans sa globalité. Est-ce qu'on aurait une idée en 2050? Je ne vais pas en parler particulièrement. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le 100 MW, qui est un scénario physique, hein, qui n'a utilisé, enfin, c'est un choix méthodologique. Hein. On n'a pas mis à l'intérieur de notre modèle de choix économique, ça n'a pas été chercher moins cher, plus cher, parce que pour la raison que j'ai dit tout à l'heure. Néanmoins, on l'a fait passer à la moulinette des modèles macroéconomiques pour savoir ce que ça faisait en termes de coût d'investissement, de besoin d'investissement, mais aussi d'emploi, création d'emplois, etc. Donc, c'est un scénario, on va dire, qui est comparé à un scénario tendanciel où on fera rien ou pas grand-chose, on va dire à l'utilisation constante par rapport à aujourd'hui.
eh bien, il va faire des économies en réalité. Parce que, alors pour des tas de raisons, je ne sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, quand je dis économie, c'est en coût global. Hein, si on parle de coût global, moyennant un investissement qui va être peut-être plus important au début, bah, typiquement, il va falloir isoler les logements, ça fait de l'investissement, mais en même temps, ça fait de la recette derrière, puisqu'on dépense moins d'argent pour l'énergie, et cet argent, on peut le mettre ailleurs dans l'économie. Et globalement, on a un mécanisme qui va créer de l'emploi, et l'indicateur emploi est intéressant parce que il y a alors le solde des emplois directs, indirects, ceux qui se perdent et ceux qui se créent. Donc là, on va dire, typiquement dans le nucléaire, il n'y a plus d'emplois, mais il y en a dans le bâtiment pour isoler. Dans les transports, il y a moins de routiers, mais il y a plus de gens dans les trains, etc. On a un solde en emploi direct, indirect qui est pas trop mauvais, mais le gros apport en termes d'emploi, ce qu'on appelle les emplois induits, qu'on ne sait pas décrire, mais ce qu'on sait, c'est qu'on libère du pouvoir d'achat des ménages et des entreprises, en fait, avec le 100 gigawatts, par économie d'énergie, hein, avec des hypothèses d'augmentation, enfin, tout ça a été fait en plus par le CIRED, hein, qui est un laboratoire du CNRS, donc c'est scientifique, on va dire. Et au bout du compte, cet argent libéré par le pouvoir d'achat, il est investi dans l'économie. On ne dit pas pourquoi faire, hein. Ça peut être pour garder les enfants, pour payer les intervenants du spectacle ou faire de la randonnée, peu importe. En tout cas, on a un effet création d'emplois qui me semble être une bonne réponse à la question, parce que sinon, est-ce que pour les ménages, ça va être plus cher ou moins cher? A priori, enfin, c'est impossible de prédire à ces horizons de temps, mais quand même, intuitivement, on va de toute façon avoir besoin de beaucoup moins d'énergie. Donc, même si elle est très chère, c'est pas grave sur la facture, hein. En n'oubliant jamais que la facture d'un ménage, c'est pas le prix du kilowattheure, c'est le prix du kilowattheure multiplié par la quantité consommée. Et c'est souvent d'ailleurs dans les débats en France, hein, les syndicats se crispent sur le prix du kilowattheure, qui est une drogue dure pour les gens notamment précarisés qui chauffent avec des convecteurs électriques. Mais ce n'est pas ça la facture. Donc voilà, globalement, on est plus résilient, on dépense moins pour l'énergie et donc tout va beaucoup mieux. Alors, bon, on a encore un peu de temps. Donc voilà, enfin, ouais, je pense à la dernière partie, ou à peu près. Donc, au-delà du power to gaz, hein, je vous ai décrit le vue du système électrique, on va produire du gaz, ce gaz, on va l'utiliser pour certains usages, donc on est dans une logique systémique, et c'est vraiment important. Donc là, je vais m'arrêter un petit peu sur le sujet, en prenant, alors, voilà, un des gros sujets, la mobilité est un sujet vraiment le plus compliqué. Alors, pour les autres, c'est pas que c'est très simple, mais c'est qu'on a des solutions sur le bâtiment, par exemple. En Négawatt, on est champion du monde du bâtiment, on sait faire des bâtiments qui consomment quasiment plus rien aujourd'hui, ou très peu, et on sait ce qu'il faut faire sur l'existant, hein, rénovation complète et performante, 700 000 logements par an, etc. On y arrive. Bon. Une fois qu'on a dit ça, on est content, mais il reste quand même le sujet des transports qui est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on dépend essentiellement du pétrole. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, le pétrole a des particularités vraiment qui sont exceptionnelles. Hein, densité énergétique, qui fait qu'on peut en mettre beaucoup dans un camion, dans une voiture. Hein. Le réservoir, en fait, si on raisonne en quantité d'énergie qu'il y a dedans, c'est gigantesque. Hein. Voilà. C'est une batterie gigantesque, mais qui est toute petite. Ça a à voir avec l'autonomie, ça a à voir avec la vitesse de remplissage des réservoirs. Un véhicule électrique, si on veut le remplir à la même vitesse que aujourd'hui nos réservoirs, c'est-à-dire entre 5 et 10 minutes, eh ben, il faut des puissances en kilowatts extrêmement importantes. Alors, quand on remplit une batterie électrique au fil de l'eau, comme on dit à la maison, avec 3 kW ou 6 kW, ça met 8 heures. Si on veut remplir en une demi-heure, il faut monter à des 30 ou 40 kW. Et si on veut monter à 10 minutes, il faut monter à des 100, 200 kW, voire pour les Tesla, si vous voulez remplir votre Tesla, que vous avez peut-être, je ne sais pas, mais en 5 minutes, il va falloir du 400 kW. Hein, c'est l'équivalent de quelques dizaines de logements. Donc ça, c'est juste pas possible. Et le pétrole a cet avantage de se remplir très vite. On a beaucoup de flexibilité sur l'usage. Hein, voilà, c'est facile à transporter. Bon, c'est liquide, hein, la phase liquide est quand même vraiment intéressante. Donc voilà, son abondance, c'est ça qui a structuré notre société depuis des décennies. Hein, je pense que c'est assez évident pour tout le monde. Mais c'est aussi une drogue dure et pour s'en défaire, ça va être compliqué. Hein, c'est quand même, voilà. Et du coup, on a réfléchi un peu. Alors, ce que je vous donnais n'est pas publié par Négawatt en tant que tel, c'est les travaux intermédiaires, mais qui nous amènent, enfin, on a utilisé pour communiquer dans le cadre de concertation. Mais quand on voit les carburants liquides, donc le pétrole, en gros, on voit qu'il a, si on les critères alors sur le stockage, distribution, il y a la densité, la durée de stockage, les infrastructures existent, hein, les raffineries, les stations-service existent.
il se transporte facilement, il a une grande flexibilité d'usage. L'industrie automobile, elle est aujourd'hui mature et elle sait fabriquer des moteurs qui marchent avec, voilà. Et en termes de ressources minières, on n'a pas de pression particulièrement plus importante sur les ressources. Je parle bien des carburants, je ne parle pas des véhicules. Hein. Donc voilà, on va dire un score, et c'est pour ça que le pétrole est numéro 1 dans les transports aujourd'hui. Et quand on compare avec les autres vecteurs, alors, quand je dis solide, ça fait penser au train à vapeur, mais ça a fait, ou le gazogène de nos. Enfin, ça se transforme en gaz, mais ça fait. Ouais, on y arrive. Et si on regarde l'électricité, donc a des vertus, c'est clair. Hein. Par contre, sur toute la partie stockage et distribution, c'est plus compliqué. Alors on sait distribuer l'électricité aujourd'hui, mais si tous les véhicules étaient électriques, le réseau électrique, aujourd'hui, ne pourrait pas suffire, de manière évidente, surtout si on a des demandes de recharge rapide ou très rapide. Hein, les puissances dont j'ai parlé, c'est complètement hors de portée du réseau électrique à grande échelle aujourd'hui. Donc on a quand même une difficulté là-dessus. Et puis on a l'industrie automobile, ça veut dire c'est changer totalement la motorisation, même la conception des véhicules, donc c'est du lourd. Et puis, via les batteries, alors, il n'y a pas que le lithium, il y a d'autres produits minéraux, on va dire, qui servent à faire les batteries, comme le manganèse, le cobalt. On sait qu'il y a une pression sur les ressources minières, et des questions peut-être géopolitiques derrière. Donc, certaines faiblesses, même si elle est tout à fait adaptée à l'électricité à certains types d'usage. Donc, l'hydrogène a aussi des avantages, plus que l'électricité, parce que notamment en termes de stockage et de distribution. Par contre, aujourd'hui, l'hydrogène n'est pas distribué. Hein, l'infrastructure n'existe pas. Donc, il faudra construire toute pièce. L'industrie automobile, ça veut dire que c'est des piles à combustible, donc c'est coûteux, c'est compliqué, donc c'est pas vraiment bien placé. Par contre, le méthane, lui, il coche toutes les cases quasiment de carburant liquide, donc c'est un très très bon candidat au remplacement du pétrole dans les réservoirs. Ça ne veut pas dire que c'est facile ni en totalité, mais on le voit quand on fait cette petite analyse que ce n'est pas par hasard qu'on va chercher le gaz. Ça, c'est sur les vecteurs. Maintenant, on va parler système. Et donc, cette entrée électrique, power to gas, etc., nous amène à avoir une vision un peu plus large de la complémentarité des réseaux. Juste une question sur la densité du gaz par rapport au pétrole, en fait. Non, c'est pas moindre. Alors, ça dépend de la pression, en fait. Il y a le volume, il y a la pression. En tout cas, pour avoir très concrètement, et je demanderai les chiffres à Simon qui m'aidera, le multiplat dont je vous parlais tout à l'heure, on avait le réservoir d'essence qui était toujours devant, d'origine, et le réservoir de gaz, il prenait la place, il était sous la roue de secours. Donc, ça faisait, c'était à peu près la même taille que le réservoir d'essence. On avait les deux et on faisait à peu près 800 km avec les deux, 400 km chacun. Donc, c'est une question beaucoup de pression, hein, je pense. Alors, complémentarité des réseaux. Voilà. Donc, aujourd'hui, les réseaux électricité et gaz essentiellement ils s'ignorent, hein, ils ne se parlent pas entre eux, voire ils se concurrencent entre usages. Hein, typiquement, la bagarre de chauffage électrique contre le chauffage au gaz dans les quartiers, dans les logements. Et on a une concentration de la production. On a quelques gros opérateurs qui produisent. Hein, je ne fais pas de dessin, c'est la situation actuelle. Donc, on a les usages en haut, le réseau national en bas, et puis, on va dire, le réseau, les bouts de réseau entre les deux, avec import-export et des réservoirs de gaz naturel d'un côté et les steppes de l'autre. Demain, on va diversifier les usages, notamment les mobilités, alors des deux côtés, hein, en tout cas pour Négawatt. L'électricité va être utilisée plus en mobilité et le gaz aussi. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, on va décentraliser la production, hein, que ce soit en électricité, en bio ou en gaz. Ça va être des opérateurs multiples, de tailles différentes, avec des modèles économiques différents. Alors j'ai mis la cogénération qui est très peu présente aujourd'hui en France, mais bon, elle va se développer un tout petit peu quand même. Dans Négawatt, ça en a un petit peu. On va avoir des nouvelles fonctions, notamment ce stockage local, que ce soit d'élec ou de gaz. Hein, on va avoir besoin de stockage intermédiaire. Tout ne va pas aller dans les aquifères de storage ni dans les steppes côté électricité. Donc, c'est des fonctions nouvelles des opérateurs, des acteurs de réseau, on va dire, plus ou moins localement. Et là, le power to gas arrive avec donc sa fameuse production d'hydrogène, hein, électrolyse. Là, vous avez donc, on rentre de l'eau, on sort de l'oxygène. Aujourd'hui, l'hydrogène en France, en fait, on en a besoin. Donc, le premier débouché du power to gas, ça va probablement pas être la mobilité, ça va même pas être le méthane.
ça va être l'objet d'électrolyse a déjà un gros débouché dans l'industrie. Vous voyez, on utilise 1 million de tonnes par an d'hydrogène dans l'industrie comme matière première. Et cet hydrogène, elle est produite à partir de ce qu'on appelle le craquage, ou le vaporoformage, pour le terme exact, de méthane. Ça comprend du CH4, du gaz fossile, gaz naturel fossile. On le casse en 2 molécules, avec l'hydrogène d'un côté et le carbone qui se combine avec l'oxygène de l'autre côté qui fait de CO2. Donc, c'est une méthode de production d'hydrogène qui est extrêmement productrice de gaz à effet de serre. Donc, il y aura déjà un premier enjeu, c'est d'utiliser l'électrolyse à partir d'électricité renouvelable et éventuellement nucléaire si on en rab qui n'est pas carboné pour fournir les besoins d'industrie. Et ça aurait un effet industriel d'un besoin d'électrolyseurs. Ça donnera un débouché, donc probablement une baisse des coûts qu'on peut attendre de choses comme ça. Donc, c'est plus ou moins dans l'air du temps, mais ce n'est pas encore fait. En tout cas, c'est un débouché tout à fait intéressant. L'hydrogène, on peut aussi l'injecter dans le réseau, mais pour l'instant, dans des quantités très limitées, de moins de 6%. Alors, il y a dans le nord de la France, à Dunkerque, qui testent, alors c'est GRT Gaz, qui teste de l'injection jusqu'à 20% d'hydrogène dans une boucle résidentielle, un lotissement qui vient de se construire, c'est pas n'importe où dans le réseau. Donc, ils testent, ils regardent ce que ça donne. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne va jamais aller très loin pour des tas de raisons. Bon, déjà, à 20%, moi, j'ai vu des images qu'on ne m'a pas autorisé à recopier de différences d'explosivité entre du gaz, du méthane pur et du méthane avec 20% d'hydrogène dedans. Je peux vous dire que la cuisine de Madame Michu, elle n'a pas la même tête à la sortie. Donc, c'est extrêmement explosif. Donc, il y a vraiment des risques de ce côté-là. Les appareils qu'on utilise à la maison ou encore plus dans l'industrie ne sont pas du tout faits pour avoir de l'hydrogène en plus. D'ailleurs, à l'époque où il y avait des usines à gaz dans les villes qui produisaient du gaz de ville pour l'éclairage à partir du charbon, c'était de la gazification en fait. À cette époque-là, on avait le mélange gazeux qui sortait était à 30-40% d'hydrogène. Et quand on va regarder d'un point de vue documentaire historique les comptes rendus d'explosions dans les villes, à Londres notamment, c'est très célèbre pour ça, il y avait des explosions de gaz, c'est de l'hydrogène. Donc, on ne rigole pas avec ça. Et donc, l'hypothèse d'injecter des grandes quantités d'hydrogène dans le réseau, elle est quand même très limitée. Et puis, on peut l'utiliser en direct via des piles à combustible, qui donc sont un peu l'inverse des électrolyseurs, de certaine manière, qui, avec l'hydrogène, vont reproduire le mélange hydrogène-oxygène par de l'eau, et de l'énergie et de la chaleur. On peut s'en servir pour faire de l'électricité. Donc, en fait, on dit autrement, un véhicule à hydrogène, c'est un véhicule qui a un groupe électrogène à hydrogène et qui est un véhicule électrique, en fait, à la base. Donc, la pile à combustible peut servir en mobilité dans les voitures. Ça peut aussi servir comme groupe électrogène stationnaire, avec des rendements qui sont meilleurs que si c'est au pétrole. On a un rendement à peu près de 50% contre 35% à cause de Carnot, toujours pour un groupe électrogène classique. Et donc, le power to gas, dernier débouché, c'est la production de méthane. Alors là, on a la capture du CO2, on l'a sur le biogaz, on voit, ou dans l'industrie. Donc, on va utiliser ce CO2, on va le faire réagir via la réaction de méthanation, qui va produire des sous-produits. Donc, on a l'oxygène qui vient d'électrolyse, on a de l'eau qui vient de la méthanation, et puis on a de la chaleur qui peut être utilisée en réseau de chaleur. Donc là, voilà, on a une figuration de ce qu'est le couplage des réseaux, la complémentarité dans la vision de gigawatts entre le réseau national, les réseaux locaux et voilà, la complémentarité gaz-électricité de manière concrète. Voilà, et on en finit là, c'est ça déjà? Bon, eh bien écoutez, je crois que j'ai terminé mon blabla. J'espère que vous avez pu apprendre des choses, au moins les comprendre. Et je suis à disposition pour vos questions maintenant, pour le temps qui nous reste, qui est d'une demi-heure à peu près. C'est ça qui était prévu en plus, hein? Oui. Oui, et le dernier graphique, voilà. Vous aurez plus d'informations alors dans ces documents. Le manifeste négawatt est de 2015. Hein. Celui-là, c'est celui qui est paru en poche. Il va jusqu'à la loi de transition énergétique. Et changement d'énergie, c'est plus grand public. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Si une.
Quid des autres scénarios européens? Est-ce qu'ils Ouais, utilisent aussi beaucoup le power to gas? Alors j'avais un slide là-dessus, mais j'ai pas cru bon le laisser. Mais en fait, dans l'étude de 2014, c'est Simon qui avait fait une revue de tous les scénarios. Oui, enfin, ça dépend, mais en tout cas, il y a une constante, c'est les scénarios qui sont que électriques n'utilisent le power to gas que du point de vue du système électrique. Donc il y en a peu, c'est pour gérer les excédents et enfin, il n'y a pas l'approche systémique. Alors ça dépend des horizons de temps, ça dépend des périmètres, ça dépend des méthodologies, etc. Mais en tout cas, tous les scénarios qui sont, on va dire, complets, c'est-à-dire qui essaient d'aborder les sujets, pas que l'électricité encore une fois, et sur des horizons de temps suffisamment lointains, comme mégawatts, on va dire, ou, enfin, même s'ils ne sont pas exactement pareils, mais tous intègrent le power to gas. Alors des fois, il n'y a que l'hydrogène, des fois c'est le méthane, dans des proportions différentes, mais oui, c'est quelque chose qui apparaît, en tout cas dans les scénarios dire, récents et sérieux. Voilà, j'ai envie de dire, ça apparaît comme relativement incontournable maintenant. Dans les questions, on vous a demandé si vous avez des questions peut-être pour cette visioconférence. Il y en avait une sur les contraintes réglementaires éventuelles qu'il pourrait y avoir. Alors, côté hydrogène, c'était assez compliqué. Je pense que ça s'est un peu arrangé récemment. Normalement, le premier goutte d'hydrogène, c'est une comment ça s'appelle, c'est soumis à réglementation, à autorisation. Juste le mot m'échappe, le mot réglementaire. Oui, c'est très contrôlé, on va dire, pour des questions d'explosion. Et ça bloquait complètement tous les démonstrateurs. Alors, je n'ai pas la mémoire exacte d'où ça en est, mais je pense que ça a été appliqué. Ils ont un peu assoupli ça. Donc aujourd'hui, on peut ICPE, voilà, c'est une réglementation ICPE. C'était soumis à autorisation. Et maintenant, dans certains cas, pour des quantités limitées, c'est possible de faire, notamment pour des démonstrateurs. Néanmoins, l'hydrogène est un gaz extrêmement dangereux, donc ça restera très réglementé. Côté méthanation, c'est une installation industrielle hein, qui n'est pas. Encore une fois, c'est une réaction qui est utilisée très couramment dans l'industrie chimique. Donc, on ne va pas faire ça à la maison, on ne va pas faire ça dans le jardin, hein, mais ça reste à des tailles, et surtout la méthanation biologique, qui est très congruente avec le biogaz, comme je disais tout à l'heure. Moi, j'ai visité des sites, voilà, c'est pas gigantesque, c'est tout à fait, comment dire. Non, enfin, c'est des installations gazières classiques, quoi. Donc le gaz est soumis évidemment à contrôle. Hein. C'est quand même, ça reste quelque chose de dangereux, mais il n'y a pas de. C'est surtout sur l'hydrogène qui a vraiment une réglementation particulière. Sur la partie gaz, il n'y a pas de. C'est pas au-delà de la réglementation dans l'industrie d'aujourd'hui. Quelle est la position des pouvoirs publics et de l'industrie, notamment celle des constructeurs automobiles, vis-à-vis d'une utilisation importante de gaz? Alors, il faut savoir qu'il y a déjà plusieurs millions de voitures au gaz qui roulent dans le monde. Il y en a notamment beaucoup en Italie. Fiat et Iveco, qui est un fabricant italien de camions, je vous dis, vous pouvez acheter ça sur étagère. Il y en a pas mal en Amérique du Sud, il y en a en Inde aussi, notamment en ville, parce que l'intérêt du GNV, hein, pour le coup, même s'il n'est pas bio, même s'il n'est pas d'origine renouvelable, c'est quand même de lutter contre la pollution en ville, c'est extrêmement efficace. Donc, c'est une technologie qui est complètement maîtrisée. Alors, les fabricants français, et ça a été une grande déception, j'avoue, quand on a commencé à procéder de ce côté-là, parce que alors Renault, eux, ils sont partis sur l'électrique, le gaz, jusqu'à récemment, en tout cas, ils s'en fichaient complètement. Il y a PSA. Alors, PSA, c'est un cas particulier, parce que PSA sait construire des voitures à gaz et les exploiter a fortiori, parce qu'ils avaient des usines de construction, enfin d'assemblage de voitures en Iran. Pendant toute la période de boycott de l'Iran, d'embargo, l'Iran, en fait, produit du pétrole, comme chacun sait, mais n'a pas de raffinerie sur son territoire. Donc, il exportait du pétrole, alors plus ou moins officiellement, et par contre, il a du gaz. Et donc, PSA a construit des usines d'assemblage de voitures Peugeot au gaz en Iran. Et quand on les avait rencontrés pour leur demander pourquoi ils ne feraient pas ça en Europe, ils nous avaient dit « Oh non, c'est aucun intérêt, nous c'est la Chine, et de toute façon, le gaz, ils n'en veulent pas, etc. » Donc, on en est un peu resté là. Néanmoins, ça peut évoluer, mais pour ça, il faudrait déjà que. Alors, les constructeurs, ils ont leurs intérêts et leur stratégie, mais déjà que les pouvoirs publics soient un peu plus clairs là-dessus. Alors, c'est vrai qu'en France, on a quand même une évolution vers le GNV hein, qui est assez nette, notamment du côté des camions, ce qui est logique, hein, parce que monter une station de remplissage
de gaz juste pour des particuliers, il n'y a pas de modèle économique. Donc, ce qui se passe en général, c'est que quand il y a des stations de GNV pour les camions, à haute pression, haut débit, etc., c'est pas très compliqué de rajouter une petite pompe à côté pour les voitures. Dans l'autre sens, c'est impossible. Et je sais, alors, déjà, dans mon coin, du Beaujolais vert, il y a des projets de stations de GNV qui sont en train de se construire. Ça, c'est parce que aussi il y a des demandes vis-à-vis des transporteurs dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on va dire, aujourd'hui, c'est assez hétérogène. On peut dire que c'est un grand enthousiasme vers le gaz parce qu'il y a un lobby électrique, il y a aussi, il y a tout un tas d'autres contingences. Mais pour certains d'entre eux, alors les Français pas trop, mais notamment, je vous parlais des Italiens tout à l'heure, qui sont très en pointe là-dessus. Et donc, il n'y a pas de raison que ça ne se développe pas si il y a les bons signaux économiques, réglementaires, fiscaux qui sont donnés. Une question sur l'équilibre l'équilibre offre-demande pour le système électrique, avec un apport faible de l'hydroélectricité et du power to gas. Comment on gère ça et C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand photovoltaïque et de vent. Voilà, on fait de l'électricité avec le gaz. Voilà. Donc, on a un retour avec un rendement qui n'est pas très bon, mais comme on est dans une logique de besoin. Alors, il faut savoir que les périodes sans du tout de vent et sans du tout de PV, alors évidemment, la nuit, PV, il n'y en a pas. Mais on a quand même les stations, les steppes, on a quand même d'autres moyens. Éventuellement des batteries localement, mais nous, on ne pense pas que les batteries sur réseau seront énormément développées, sauf pour des situations particulières de congestion de puits au réseau. Mais on a fait tourner un modèle heure par heure, quand même, avant de dire ce qu'on dit. Et donc, en fait, les périodes, alors ça dépend des séries météorologiques qu'on prend, évidemment. Et le changement climatique pourrait faire évoluer ça, c'est clair. En tout cas, aujourd'hui, et les Allemands qui ont travaillé à beaucoup plus grande échelle et avec des données beaucoup plus fiables au niveau national, dans le cadre d'un programme qui s'appelait Combi-Kraftwerk, ont montré qu'on s'en sortait très bien avec donc le gaz qu'on retransforme en électricité quand on en a besoin, ce qui n'est pas très longtemps. Il faut comprendre que pour arriver à 100% renouvelable, quand on a 120 gigawatts de PV et autant d'éolien en France, en fait, on va avoir beaucoup de périodes d'excédent. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas beaucoup de soleil et pas beaucoup de vent, il y a tellement de puissance installée. Là, la puissance de pointe aujourd'hui, c'est 100 gigawatts. Ce sera 60 gigawatts de pointe en consommation. Et on aura 250 ou 300 gigawatts d'éolien et de photovoltaïque installés, plus hydraulique qui sera là. Donc, même s'il n'y a pas beaucoup de vent et pas beaucoup de soleil, on a quand même une probabilité d'avoir pas mal d'électricité à ce moment-là, ce qui fait que les périodes où on est vraiment en déficit ne sont pas si énormes que ça. Alors, elles sont fréquentes, éventuellement, mais elles ne sont pas très longues. Donc, il faut déjà relativiser le sujet, qui en est un réel, il n'y a pas de doute, mais on ne peut pas faire juste le PV éolien pour la puissance installée va être très nettement supérieure aux besoins en termes de puissance de consommation. Voilà. Donc, moyennant ça, le gaz sera largement suffisant. Peut-être, tu en as parlé, mais puisqu'on a un peu de temps, on peut peut-être revenir sur les estimations de coûts. Alors là, je ne suis pas très à jour, mais depuis qu'on a fait cette étude, les chiffres que je vous ai montrés, je pense qu'ils restent à peu près exacts. En ce moment, on est dans une période où il y a des démonstrateurs en fait, qui sont dans une période active. Alors, je parlais de Storengy tout à l'heure Alors en France, on a un seul démonstrateur qui n'est pas encore démarré. Non, on a un tout petit démonstrateur qui a démarré, c'est une bêtise que je dis. C'est à côté de Nantes, c'est piloté par l'École centrale de Nantes, c'est la Chantrerie, ça s'appelle. Et c'est vraiment un petit pilote de laboratoire qui font fonctionner que pour montrer que ça marche, mais il n'y a pas de modèle économique derrière. Donc, enfin voilà, ça a été fait. Le deuxième qui est en construction, je pense, en ce moment, c'est à Fos-sur-Mer, piloté par GRT Gaz avec le CEA dedans et puis plein de gens, qui s'appelle Jupiter 1000. Qui devrait utiliser le CO2 de la raffinerie ou de l'industrie à côté, donc qui a une technologie catalytique. Ça, c'est ceux qui sont déjà bien avancés en termes de chantier. Et puis, il y a Storengy qui doit avoir au moins 2 ou 3 projets en cours de développement. On va dire qu'ils ne sont pas encore en cours de construction, je pense, mais qui avancent très bien avec des technologies différentes. Storengy ayant choisi de mettre plusieurs œufs dans plusieurs paniers différents, ce qui est très intelligent pour tester en grandeur réelle sur leurs installations des démonstrateurs. Sinon, il y en a pas mal en Allemagne, et il y en a je pense, pas mal, quelques pays dans le monde, les Danois aussi, etc.
Mais aujourd'hui, c'est un peu tôt pour dire qu'on a des effets évidents sur les coûts réels. Alors, on voit ce que ça peut donner. Enfin, on a des éléments qui sont plus importants pour voir, notamment sur l'électrolyse, si on augmente les besoins d'électrolyseurs, ça peut faire baisser les coûts de manière spectaculaire. C'est un peu pareil sur la méthanation. Mais en tout cas, les hypothèses sur lesquelles on a travaillé ne sont pas démenties aujourd'hui et même peut-être auraient tendance à s'améliorer, on va dire. Ça pourrait aller plus vite sous certaines conditions. Alors, comment s'utiliser le kérosène? Ah, et ben, en ne prenant pas l'avion déjà. Alors ça, je ne suis pas un spécialiste non plus, mais j'ai entendu dire, en tout cas j'ai vu dans des publications, des présentations que j'ai pu avoir sous les yeux, que le gaz pourrait, alors ça a plein de conditionnels, alors pas utilisé directement évidemment, mais ça pourrait être une matière première qui permette de faire un carburant équivalent au kérosène. Je ne peux pas vraiment en dire plus, je peux aussi essayer de me renseigner là-dessus. Sinon, il y a, dans le 100 mégawatts, il y a eu ce qu'on appelle les carburants de 3e génération, pour le coup, voire de 4e génération. Donc, il y a de la R&D là-dessus. Alors, c'est des substances beaucoup plus compliquées que le méthane, mais apparemment, il y a des solutions qui pourraient être trouvées du côté des biocarburants, on va dire, ou du biogaz. Alors, il y a aussi l'avion électrique. On commence à en parler au-delà de Solar Challenger là, qui a fait le tour du monde. On commence à en parler pour des moyens courriers de l'horizon 2025 ou 2030. J'attends de voir quand même. Mais dans Négawatt, on a quand même limité. Il n'y a plus de vol interne en France à moins de 800 km. Ça veut dire, en gros, on a construit la ligne à grande vitesse entre Paris et Toulouse. Et il n'y a plus que c'est marginal. Voilà. Donc, je n'ai pas la réponse ferme et définitive, mais c'est pas les gens qui connaissent mieux que moi. On semble dire qu'on devrait pouvoir trouver des solutions avec des produits de la chimie, quoi. Ou le méthanol, des choses comme ça aussi. Méthanation. Ah, où en sont les recherches satellites? Alors, on en est à une étape, on est sorti de la logique de recherche fondamentale depuis longtemps, c'est de la recherche appliquée et de la démonstration aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs technologies, aussi bien côté électrolyse, qui est la première brique, côté méthanation, qui est la deuxième brique. On est sur la progression, l'exploration de voies différentes dans une logique d'amélioration globale des systèmes en termes de technique et en termes de coûts, qui avance son petit bonhomme de chemin. Et c'est pas grave que ça aille pas très vite, parce qu'on ne va pas avoir besoin du power to gas, de la méthanation à grande échelle, pas tout de suite, quoi. On a quelques années, voire quelques dizaines d'années, avec un petit S quand même, pour mettre au point tout ça. Et les résultats déjà obtenus aujourd'hui en opérationnel sont tout à fait concluants et rendent optimistes sur les évolutions. Les sites potentiels de power to gas. Alors oui, on a un peu réfléchi là-dessus. C'est où est-ce qu'on met le power to gas? Alors il y a le site, il y a la taille, il y a le type d'opérateur, tout ça. Et c'est pour le coup, c'est la pure perspective. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, et quand même, je pense qu'il faut le retenir. Il faut des sites où il y a de l'électricité, du gaz et une source de CO2. Ça, c'est déjà important. Donc qui dit source de CO2 dit environnement plus ou moins particulier. Après, si on choisit la méthanation biologique, on va avoir intérêt à se mettre à proximité des sites de biogaz, puisqu'on a le CO2 en direct, et là, il y a des synergies tout à fait intéressantes à trouver. Donc, ça veut dire des installations plutôt de taille moyenne. Ce n'est pas une station d'épuration, même pour les grandes villes, c'est pas monstrueux hein, comme taille. Hein, vous pouvez les voir, notamment ceux qui existent. Hein. Après, c'est qui opère ça? Est-ce que c'est du secteur régulé? Est-ce que c'est du service au réseau? Est-ce que c'est des opérateurs privés? Est-ce que c'est des concessions? Est-ce que tout ça, c'est des sujets complètement ouverts hein? Il n'y a pas de modèle évident a priori. Est-ce que c'est est-ce que tout des gros? Est-ce que c'est tout des petits? Est-ce que c'est un peu des gros, un peu des petits? Enfin, tous ces sujets-là sont encore sur la table. Ce qui est certain, c'est que compte tenu des coûts prévisionnels même qui baisseraient à moyen terme, il y a deux gros sujets d'un point de vue économique. Il y a le statut fiscal, c'est-à-dire est-ce que c'est fiscalisé comme les carburants aujourd'hui, ou est-ce qu'on c'est considéré comme une activité comme une autre. Ça vaut pour l'aval, mais ça vaut aussi pour l'amont, c'est-à-dire l'électricité qu'on va valoriser, est-ce on l'achète sur le marché ou est-ce que c'est des excédents qu'on aurait perdus et dans ce cas qu'on a un coût marginal. Et là-dedans,
un des facteurs déterminants d'équilibre économique, c'est le coût d'accès à l'électricité, en fait. On le voit très nettement. Donc aujourd'hui, l'électricité pas chère, renouvelable, il y en a un peu, mais pas beaucoup, c'est l'hydraulique essentiellement. Donc d'ailleurs, c'est comme ça que Jupiter Hill va se fournir. C'est la CNR qui fournit des démonstrateurs. Donc c'est des coûts très, très bas, hein, parce que l'hydraulique est complètement amortie. Voilà, après, on sait que ça va être ça le déterminant le plus important. Donc, ce qui permet aussi de relativiser la question industrielle des outils industriels d'électrolyse et de méthanation. C'est pas si compliqué que ça. C'est pas des ruptures technologiques, hein, c'est des réactions chimiques qui sont connues depuis longtemps, maîtrisées, alors, qui ne sont pas utilisées à cet objectif-là, mais qui sont courantes, hein, aussi bien l'électrolyse que la méthanation. Donc voilà, c'est un objet un peu compliqué à appréhender d'un point de vue systémique et comment ça va s'inscrire dans le décor. Mais encore une fois, on a le temps d'y réfléchir. C'est ce qu'on disait en fonction de l'étude 2014. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire on en parlera plus tard, on commence à en discuter maintenant. Dans l'idéal, ce serait ça le sujet. On a le temps de choisir. Sachant que ça heurte aussi des questions de directives, d'ouverture des marchés, la creux. Alors là-dessus, si on compare au débat qu'on a eu sur l'autoconsommation, voilà, ça peut rendre fou, hein, ces discussions-là, quand on est dans un contexte où on ne sait plus. Enfin, il y a des intérêts divergents, il y a des visions de l'avenir qui sont divergentes, il y a des idéologies divergentes. Mais bon, quand on prend un peu de recul, on voit les sujets, comment ils se posent, et raisonnablement, on doit pouvoir trouver des solutions si on a envie de les trouver, quoi. Il nous reste un petit quart d'heure. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En attendant, je rappelle effectivement que la conférence, cette visioconférence a été enregistrée. Et donc, on vous donnera accès d'ici quelques semaines à la fois au support et à cet enregistrement. On vous enverra des liens pour télécharger tout ça. Il y a combien de personnes sur la conférence? Actuellement, vous êtes 17. Voilà, ce qui est pas mal. Je n'ai pas parlé dans le vide, ça me rassure, parce qu'avec cet engin, on a l'impression quand même, c'est très peu interactif. Bon, j'espère que ça ne vous a pas été trop pénible. Une question sur la pyrogasification. Alors, qu'est-ce que c'est? La pyrogasification, c'est la gasification donc à partir de produits solides. C'est le gazogène de nos grands-parents. Hein. En fait, c'est pour la résumer très vite et pour ce que j'en ai compris, parce que je ne suis pas chimiste de haut vol, en fait, c'est une combustion imparfaite en déficit d'oxygène. Alors, il y a aussi une réaction de méthanation, mais qui n'est pas tout à fait la même que celle-là. C'est avec du CO et pas du CO2, du monoxyde et pas du dioxyde. Bon, je n'ai pas voulu complexifier les choses d'un point de vue chimique, d'abord parce que ce n'est pas vraiment ma compétence, et puis parce que, à force d'en dire trop, en tout cas, la pyrogasification, c'est la gasification, c'est le gazogène de nos parents. Nos grands-parents pendant la guerre, donc les voitures, il n'y avait pas de pétrole. Pour les plus jeunes qui ne s'en rappellent pas ou qui ne le savent pas, il n'y avait pas de pétrole pendant la guerre, et pour rouler, les gens bricolaient sur leur voiture des gazogènes, ça s'appelle. Donc on met du bois, ça fait du charbon de bois, ça brûle mal et ça fait un gaz qui est utilisé après comme combustible. C'est aussi ce qu'on utilisait dans les usines à gaz qu'il y avait dans toutes les grandes villes d'Europe, hein, les gazogènes, ce qu'on appelait, où c'était avec du charbon, là, c'était la gasification du charbon. Donc, qui produisait un gaz qu'on utilisait avant l'électricité, c'était utilisé pour l'éclairage des villes, hein, c'était les becs de gaz, le gaz de ville. Ce qu'on appelle le gaz de ville, en fait, c'est du gaz manufacturé à partir de charbon. Et la pyrogasification ou gasification, c'est la réaction chimique qui sert à faire ça. Donc, on sait faire depuis longtemps, c'est pas du tout nouveau. Après, dans les 100 mégawatts, il y a des hypothèses de recours à cette technologie qui sont assez importantes. C'est vrai qu'on n'a pas encore aujourd'hui d'exemple de développement à grande échelle. On a aussi des démonstrateurs de différentes technologies là-dedans, pas en France. Il y en a en Suède, il y en a je ne sais pas où. Alors, ça, c'est quelque chose aussi que je connais moins bien et on pourra se renseigner et de faire passer des informations plus à jour sur ces technologies-là. Il y avait une question aussi qui avait été posée en amont. Alors, ce n'est pas sur le Power to Gas, mais puisque la visioconférence était aussi sur le scénario négawatt, plus largement, du coup, est-ce que la collapsologie, l'effondrement est pris en compte alors, c'est un sujet de discussion assez récurrent.
Alors, ce que je vais dire n'engage pas nécessairement tout négawatt, hein, pour être clair, parce que c'est un sujet on n'a pas été au bout. Bon, nous, les collapsologues, l'angoisse sur l'effondrement, moi, je ne l'ai pas découvert l'année dernière, j'ai un certain âge, j'ai découvert quand j'avais 15 ans dans les années 70. Quoi. Donc, moi, j'ai tendance à penser que les collapsologues, la sociologie des collapsologues reflète un parcours personnel, on va dire, qui fait qu'ils viennent de découvrir ça d'un coup, ça retombe sur la tête. De ce que j'en sais, j'ai essayé de lire quelques ouvrages, je ne suis pas arrivé à tous lire jusqu'au bout pour être honnête, mais ce que j'en ai compris, c'est que c'est des gens qui ont une prise de conscience de la finitude du monde à cause du changement climatique, d'un coup, il n'y a pas très longtemps, et que ça les angoisse beaucoup, ce que je comprends. Et quelque part, quand j'ai lu un livre là, de Pablo Servigne il n'y a pas longtemps, j'ai l'impression que tout ce qu'il dit sur la peur de la mort, c'est aussi un peu pareil, il a découvert qu'il était mortel il n'y a pas longtemps. Alors je dis ça d'une manière cynique, c'est pas que je méprise du tout la chose, je pense qu'on est vraiment dans une situation catastrophique potentiellement. Il y a juste que je ne suis pas convaincu que l'effondrement, ça va être le jour d'avant et le jour d'après et que tout s'arrête d'un coup. Alors, il peut y avoir des effets dominos, j'entends bien, des effets systémiques, etc. Je pense que c'est un processus lent, hein, c'est la grenouille dans l'eau tiède, hein, je pense, moi je suis plutôt là-dessus, dans lequel, alors comme j'ai un certain âge maintenant, ça fait un certain nombre d'années que je suis déjà dans l'eau froide, elle commence à tiédir sérieusement, donc je me suis habitué, et c'est pas pour ça que ça m'angoisse pas moins que les autres, hein. Mais voilà, donc ça c'est moi ma vision personnelle de cette collapsologie. Plus largement et plus sérieusement, j'ai envie de dire, c'est quand même pour avoir un effet pervers, ce discours un peu tout ou rien, tout va s'arrêter, sauf qui peut, etc. Il est un peu quand même problématique, d'abord parce que c'est chacun pour sa peau, on peut dire. Alors, moi, quand j'étais jeune, il y avait l'époque de No Future des punks, mais au moins eux c'était pour rigoler, faire de la musique, il y avait une production de quelque chose, mais bon, on pouvait avoir, c'était assez proche, et puis le message à transmettre à la société, aux gens, aux jeunes, etc., c'est pas celui de faut baisser les armes. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme dirait l'autre, et je pense que c'est mégawatt, quoi. On n'a pas gagné d'avance, hein. Depuis 20 ans qu'on fait nos scénarios, on a marqué quelques points, on en est très fiers et très contents, hein. La loi de transition de 2015, l'article 1, c'est très inspiré par Négawatt. Les moyens derrière, ça suit moins. Donc on a des moyens de satisfaction. On a aussi évidemment l'urgence qui s'accélère, les études du GIEC qui nous montrent que c'est de plus en plus grave, etc. Moi, ma réaction, c'est pas de dire juste c'est raté, on va tout arrêter, quoi. C'est au contraire, continuons, battons-nous partout, tout le temps, à la maison. Enfin, c'est ça, Négawatt, hein. C'est à la fois un projet de société, un projet de sauver la planète, puis un projet de vie quotidienne, hein. C'est la question de la sobriété, par exemple. C'est une réponse quand même qu'on a trouvée il y a quelques temps, qui semble fonctionner, qu'il faut préciser, etc. Mais voilà. Donc, on va dire, les collapsologues, oui, enfin, on les entend, on comprend ce que ça exprime. En termes de solutions, on les attend encore. Et nous, on est vraiment du côté des solutions, quoi. Donc, juste de préciser sur l'accès à l'enregistrement de la visioconférence et puis aux slides. Je dis que vous aurez accès dans quelques semaines. En fait, c'est parce que dans le cadre de ces remerciements pour cette campagne de financement, on a un cycle de conférences. Il en reste encore 2 sur le scénario avec un zoom sur l'éolien et sur les bâtiments, je crois, qui doivent arriver, je crois, dans les 2 semaines qui viennent. Donc, on attend juste de clôturer ce cycle pour tout diffuser en même temps. Voilà. Je ne sais pas si pour moi il n'y a pas d'autres questions. Bon, c'est soit que j'ai tout dit, ouais, soit que j'ai endormi tout le monde. Comme je ne peux pas savoir, je vais prendre la première option et vous remercier de votre écoute. De toute façon, vous pouvez compléter vos informations sur le site de Négawatt, voir la conférence, etc. Donc, ce n'est qu'une modeste contribution à l'édification des jeunes générations, on va dire ça comme ça. Merci encore pour votre participation. Merci à nouveau pour votre contribution à cette campagne de financement participatif. Et puis, on va clôturer. Juste une précision à la fin de cette… en clôturant, un lien vous sera proposé pour un sondage. Si vous avez 2 minutes pour éventuellement nous faire part de votre évaluation, de vos commentaires, si ça peut nous servir pour la suite. Voilà. Merci à vous d'avance. Merci beaucoup tout le monde et merci pour vos merci. Et au revoir une prochaine fois. Comme je ne vous connais pas du tout, si vous me croisez, faites-vous connaître, ça me fera toujours plaisir. Merci à vous et bonne soirée.
Au revoir.